commencer par quelque chose. Et donc, nous allons vous parler de ces 11 vaccins rendus obligatoires pour des petits bouts de chou qui sont nés à compter de 2018. Je remercie ma famille, il y a quelques membres de ma famille ici, donc mes enfants, petits-enfants, ma soeur, mes nièces, Marie, parce que je sais que parfois je peux les désespérer de par mes engagements, pour pas dire souvent d'ailleurs. Alors ils savent que de toute façon, quoi qu'on me dise, je ne fais que ce qui me semble bon. Je fonce quand même, mais parce que je suis comme ça. C'est ce qui m'a permis aussi de pouvoir aider ce mouvement, ce beau mouvement qui est le mouvement des Gilets jaunes et qui, je l'espère, ne sera pas terminé. En tout cas, j'ai créé l'association Semper Fidelis parce qu'il me semble qu'il y a des sujets très importants à traiter. Après les vaccins, vous l'aurez certainement compris pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je parle par exemple des placements abusifs d'enfants, je parle de la pédocriminalité, je parle des industries pharmaceutiques. Et Semper Fidelis a pris l'intitulé d'opposants politiques, déjà parce qu'il me semble que nous sommes des opposants politiques, mais parce que ça nous procure une protection, notamment au niveau judiciaire. Et c'est parce que nous sommes opposants politiques, justement, que nous nous opposons à toutes ces réformes qui réduisent de plus en plus nos droits et libertés fondamentaux. Et je trouve ça scandaleux. Alors, ne vous leurrez pas, nos droits et libertés, il y a très très longtemps qu'ils sont bafoués, sauf que pour certains, vous étiez endormis, d'autres étaient éveillés mais se sentaient seuls, et d'autres n'ont pas compris du tout. Vous savez, c'est pas depuis le mouvement des Gilets jaunes que nos droits et libertés sont bafoués à ce point. C'est depuis des centaines d'années. Parce qu'on vous fait croire qu'en France, c'est le pays des droits et libertés, parce qu'on vous donnait des miettes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que depuis des années, ils ont grignoté, et il ne nous reste plus rien. Et bientôt, nous n'aurons même plus la liberté de penser. Et cela, je vous le dis en ma qualité d'avocate, parce que je vois les lois qui passent, mais pas seulement. Il y a également les jurisprudences qui souvent font froid dans le dos. Alors pour commencer ce thème sur les vaccins obligatoires, vous avez sur ma gauche Grégory Aubel, qui est président de l'association Évidence, qui mène des combats également, des combats similaires à Semper Fidelis, mais d'autres. Et nous avons Éric Merel, qui est juriste et qui vous parlera de la sommation qu'il a faite à Madame Agnès Buzyn, ministre de la Santé. À ma droite, vous avez Nathalie Franquet, qui elle est enseignante en biologie et qui va ouvrir cette conférence parce que pour que tout soit bien compréhensible, nous allons d'ailleurs parler de façon intelligible pour tous, nous allons essayer du moins. Il faut déjà vous expliquer ce qu'est un vaccin, quels sont les effets sur l'organisme, mais a fortiori sur des organismes d'enfants dont il me semble que jusqu'à 3 ans, ils n'ont pas encore acquis cette immunité naturelle, laquelle nous sommes dotés naturellement, justement. Donc je le laisse commencer, je vais lui passer le micro. Merci. Bonsoir à tous. Eh bien, je vais commencer simplement en disant que la vaccination est devenue obligatoire en 1953. C'est pour vous dire que c'est pas d'aujourd'hui, hein, sans être très vieux, puisque les premiers vaccins ont apparu en 1759 en Angleterre, et puis ensuite c'est devenu obligatoire en France en 1953. La vaccination, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement l'injection d'un virus capable de créer des pathologies. On dit qu'il est inactif. Non, il est simplement endormi ou en moindre quantité. Qu'est-ce qu'une quantité? C'est pas ça qui est important. Le fait, c'est qu'on injecte dans l'organisme un virus actif, parce que tous les laboratoires qui les fabriquent disent que le virus est inactif. C'est faux, car s'il était inactif, il ne pourrait pas créer une défense immunitaire dans l'organisme.
Le but d'un vaccin, c'est de permettre à l'organisme, soi-disant, de reconnaître des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire qui rendent malade, et de pouvoir obliger le corps à réagir en créant des anticorps. Mais tout cela, je ne vais pas vous faire un cours de biologie, ce serait complexe, et ce n'est pas le lieu aujourd'hui pour ça, mais j'essaie de vous dire que l'organisme, à la base, a la capacité naturelle de se défendre, d'apporter ses propres anticorps. D'abord parce que nous sommes soumis aux micro-organismes en permanence autour de nous. Si on devait regarder un microscope géant, nous sommes envahis de petites bêtes, même sur notre corps et même à l'intérieur de notre corps. Donc de ce fait, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, ça va créer une réaction immunitaire naturelle. Le vaccin, c'est l'opposé. Le vaccin oblige le corps à une réaction qu'il n'a pas choisie, dont on lui impose, et de ce fait, qu'est-ce qu'il peut se passer si le virus semi-endormi arrive dans un organisme qui est défaillant sur le plan immunitaire, c'est-à-dire que les défenses immunitaires sont affaiblies, on peut être fatigué, malade, on peut simplement traverser une période où l'organisme a du mal à combattre déjà les microbes naturellement présents dans son corps. Eh bien, la pathologie va se déclencher. La maladie pour laquelle on est vacciné va se déclencher. Alors, ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que de 3 vaccins, nous passons à 11 sur des petits organismes, puisqu'ils doivent être injectés, enfin, ils doivent être faits, moi je dis injectés, avant les 2 ans. Donc, de la naissance à 2 ans. Et 11 vaccins, est-ce que le petit organisme qui commence simplement à créer son système immunitaire propre, parce que les 3 premiers mois de la vie, il est rattaché au système immunitaire de la mère, de façon naturelle. La mère lui transmet des anticorps, naturellement. Puis après, il va créer ses propres défenses. Et ses propres défenses sont à la hauteur de son organisme. Mais si on injecte des virus qui, eux, vont l'obliger à combattre donc 11 vaccins, c'est énorme, on n'a pas de recul aujourd'hui. Cela veut dire qu'il y a de fortes possibilités que des enfants contractent des maladies. Et puis on ne dira pas que c'est le vaccin, on dira que c'est autre chose, que ça vient de plein d'autres choses. Il faut savoir que les laboratoires, je vais en citer qu'un, mais que tout le monde connaît, le laboratoire Merck, c'est le laboratoire qui détient 19% des actions sur les vaccins, donc ça paraît mondial, donc ça paraît pas beaucoup, mais si, c'est énorme. Et donc c'est un laboratoire dont l'objectif c'est de faire de l'argent. Notre santé s'en fiche. Et d'abord, c'est le premier laboratoire dans les génériques. Vous avez dû en acheter déjà, obligatoirement, puisqu'il est présent partout. Et donc, il est à l'origine de ces 11 vaccins. Donc moi, je vous parle sur le plan physiologique. Donc, retenez bien que ces 11 vaccins, on n'a pas de recul sur les réactions organiques d'un petit être, et que ce petit organisme va peut-être pas pouvoir gérer autant de choses. Voilà, on ne le saura que dans quelques années. En attendant, ils sont obligatoires. Ça veut dire qu'on ne pourra pas inscrire son enfant dans une scolarité normale parce qu'il n'est pas vacciné ou parce qu'on a choisi de ne pas le vacciner. Alors, le non-vaccin existe depuis très longtemps, puisque j'ai moi-même des enfants qui n'ont pas été vaccinés. Et moi-même, je ne suis pas vaccinée non plus. Voilà, donc déjà, de par ma filière familiale, donc je n'ai pas adhéré. Et ça n'a pas empêché que je scolarise mes enfants, en se battant, en se servant des lois, en étant opposant, c'est le mot, en étant opposant au système. Voilà, donc je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure sur le plan physiologique avec beaucoup de plaisir. Je vais laisser la parole au côté juriste qui va vous apporter des réponses peut-être et des armes pour combattre justement cette obligation. Merci.
Alors oui, je vais vous préciser que sur ma droite, c'est ma maman. Donc je ne suis pas vaccinée et c'est peut-être pour ça que j'ai la rage. Avant de passer le micro donc, à notre juriste, moi je vous parlerai bien sûr des requêtes qui sont adressées au Conseil d'État, mais également de la lettre que j'ai faite en modèle pour que l'on puisse s'opposer à cette obligation vaccinale pour 11 vaccins, puisqu'on en avait 3. C'est que moi, ce que j'aimerais ce soir, je ne suis pas là pour vous influencer, je n'aime pas ça. Je ne suis pas une influenceuse. Ce que je veux, c'est que chacun puisse faire vacciner ou non, mais en son âme et conscience, ses enfants. Il faut que cette conférence soit basée sur le mot « sens ». Il y a plusieurs significations au mot « sens ». Il y a la signification du mot « sens », instinct, par exemple, intuition, et puis il y a l'autre qui est quelle direction prendre, quel sens. Et bien là, je veux qu'en sortant de cette conférence, vous puissiez avoir tous les éléments pour pouvoir prendre votre direction avec votre instinct et votre ressenti. Donc vraiment dans tout le sens. Ensuite, j'aimerais que vous vous interrogiez sur quelque chose, parce que moi je m'interroge, c'est que pourquoi cette vaccination, ces 11 vaccins, ne sont obligatoires que pour les enfants nés à partir de 2018. Alors moi, là, je vois encore que 2 sens, il n'y a que 2 solutions, il n'y en a pas 50. C'est soit on va essayer de détruire quelque chose chez nos enfants futurs, donc ceux qui sont nés à partir de 2018, soit on va détruire, ou alors on se fiche éperdument de ceux qui sont nés avant 2018. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un manque de cohérence, parce que lorsqu'on nous parle de scandales sanitaires futurs possibles, je veux bien l'entendre, mais alors tout le monde devrait être obligatoirement vacciné. Pourquoi que les enfants à partir de 2018? C'est déjà un non-sens. Et c'est déjà un non-sens qui doit vous pousser à vous interroger et de faire les choses en votre âme et conscience. Je donne la parole cette fois-ci à Eric. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer d'expliquer un petit peu la naissance, on va dire, de cette sommation qui a été délivrée par la ministre. Et effectivement, il faut savoir que j'ai fait déjà j'ai une formation de juriste, voilà, qui m'a été délivrée en 2004. Alors pourquoi j'ai décidé de faire cette sommation? C'est pour une simple raison, c'est que effectivement je n'aime pas le domaine global, je n'aime pas les injustices. Et effectivement, je voulais vraiment trouver un moyen pour donner, on va dire ça, pour donner à chacun de personnes qui sont intéressées les moyens de pouvoir, entre guillemets, s'opposer aux vaccins en l'état, c'est-à-dire par rapport à l'avancée de la science, et donc pouvoir s'opposer donc à la sommation, excusez-moi, c'est un petit truc. Voilà. Ouais, c'est ça, c'est s'opposer donc à l'obligation vaccinale qui a été décidée par notre ministre Buzyn. Et donc, surtout, essayer d'apporter aux gens les moyens, en tout cas un moyen légal, de ne plus surtout avoir peur de pouvoir dire non, on n'est pas d'accord de se faire vacciner comme ça, de but en blanc. Voilà. Donc, par contre, il faut bien savoir que ce n'est pas du tout je ne remets pas du tout en cause l'obligation vaccinale ni l'efficacité des vaccins. Par contre, moi, ce qui me dérange dans cette obligation vaccinale, plutôt dans les vaccins, c'est plutôt l'ajout de substances, de produits chimiques, qui là, moi, me pose problème.
Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, j'ai entrepris donc la rédaction de ce texte pour permettre justement à chacun de ceux qui sont intéressés de pouvoir, protéger, entre guillemets, leurs enfants face à cette obligation qui, moi, pour l'instant, en tout cas, me paraît fortement discutable, du fait qu'il y a beaucoup de choses dans cette obligation vaccinale qui m'interroge. Ne serait-ce que, on pourrait dire déjà le conflit d'intérêts que Madame la Ministre a déjà avec son mari par rapport justement à cette application de vaccin. Voilà, déjà, ça sera déjà ça que je veux dire pour commencer. Et, sommation à laquelle n'a pas répondu. Oui, tout à fait, effectivement. Et il faut savoir que la ministre n'a pas du tout répondu à la sommation. Et en même temps, le fait qu'elle n'ait pas répondu, je le savais déjà à l'avance, parce qu'effectivement, le texte est écrit de telle manière qu'elle ne pouvait pas répondre sans remettre elle-même son obligation, on va dire, aux oubliettes, on va dire ça comme ça. Donc voilà, après, je vous en dirai un petit peu plus, et je vais vous présenter Grégory de l'association Évidence. C'est juste savoir ce que c'est la sommation. Au niveau juridique, à quoi ça correspond une sommation? Oui, alors une sommation, c'est un acte extrajudiciaire, ça veut dire que c'est un acte qui est délivré par un huissier de justice. Donc il est délivré dans la mesure du possible à personne, ou sinon remis au domicile. Mais là, dans le cadre de la ministre, ça a été remis à personne. Voilà, donc ça veut dire qu'elle ne peut pas dire je ne l'ai pas reçu ou je ne l'ai pas vu passer sur mon bureau. Voilà, l'huissier de justice certifie qu'il s'est bien rendu pour délivrer cette sommation. Donc sommation à laquelle elle n'a pas répondu, effectivement. Dans cette sommation, il y a plusieurs questions qui lui sont posées, notamment sur l'innocuité des sels aluminium qui composent ces vaccins, et aucune réponse n'a été apportée, d'où mon action judiciaire que je vous expliquerai tout à l'heure, que j'ai pu diligenter à l'appui de cette sommation. En parlant justement d'aluminium, une chose importante, c'est qu'il y a une action sur les myélines. Les myélines, ce sont des... Bon, en biologie, je vais essayer d'être claire. C'est les gaines qui entourent la connexion neuronale, les neurones. Donc tout le système neurologique est composé de gaines de myéline. Le neurone lui-même est composé de gaines de myéline. L'aluminium s'attaque à la myéline. C'est donc une précision, puisque l'adjuvant qui est dans tous les vaccins, quasiment, c'est de l'aluminium. Donc il faut savoir que tous les vaccins, à l'heure d'aujourd'hui, contiennent de l'aluminium. Donc possibilité, alors quand il y a 3 vaccins, on se dit, bon, 3 vaccins, c'est déjà beaucoup, mais 11, ça veut dire donc 3 fois plus de doses d'aluminium sur des organismes qui ne sont pas préparés à combattre ce métal qui est nocif. Donc il attaque les gaines de myéline qui composent notre neurone, donc tous les nerfs, tout le système, y compris le cerveau. Voilà, c'était une information que je n'ai pas donnée tout à l'heure. Alors bonsoir à tous, je vous remercie d'avoir fait le déplacement jusqu'ici. Soit. Oui, moi je me présente, je suis Emma Kahn, je suis pharmacien biologiste, je fais partie de l'Association internationale pour une éthique scientifique indépendante et bienveillante, dans laquelle j'ai publié des articles sur la rougeole. Je m'intéresse beaucoup à la vaccination, j'ai fait des études d'immunologie. Je voulais juste dire que j'avais des arguments évidemment scientifiques contre l'obligation vaccinale, mais je voudrais faire la remarque par rapport à madame, quand on parle d'arguments scientifiques, il faut être vraiment très très rigoureux. Et par exemple, j'ai remarqué que vous avez parlé des virus. Et en fait, il y a des vaccins antiviraux, des vaccins antibactériens. Les vaccins antiviraux, en effet, contiennent des virus atténués entiers, vivants. Et les vaccins antibactériens contiennent soit des cellules bactériennes entières, mais désinactivées, soit des antigènes bactériens isolés. Et il y a même des vaccins antiviraux qui comprennent des antigènes bactériens isolés. Donc voilà, c'est important. Après, vous avez dit qu'il y a de l'aluminium dans tous les vaccins, c'est pas vrai.
Il y a des adjuvants quand il est nécessaire pour les vaccins bactériens, mais par exemple pour les vaccins viraux atténués, la rougeole, oreillon et rubéole, il n'y a pas d'adjuvant, il n'y a pas besoin d'adjuvant parce que le virus est suffisamment immunogène. Pardon? Moi, je vous dis qu'il y en a dans tous. Donc, je suis désolée. C'est important de rigoureux. Je pense que je peux vous affirmer qu'il n'y a pas d'aluminium, ou alors peut-être des nanoparticules contaminantes, mais il n'y a pas d'aluminium rajouté intentionnellement dans les vaccins viraux atténués. Voilà. C'est inutile. On est d'accord, mais ce n'est pas comparable comme d'autres. Non, mais c'est très important. Moi, je ne dis pas ça contre vous. Je dis pour les opposants, on doit être rigoureux, on ne doit pas porter à critique. Voilà. Il faut être rigoureux. C'est une information, pas une critique. Une information. Cette information est importante. Vous avez dit vous-même, il y en a peut-être un peu, donc il y en a. Oui, mais entre si vous voulez, les doses qu'il y a dans... Je n'ai pas parlé de doses. Hein. Ah, mais c'est important aussi. Un adjuvant, les vaccins contiennent tous des adjuvants, dont la... Non, les vaccins viraux ne contiennent pas d'adjuvant parce que le virus atténué vivant n'a pas besoin d'adjuvant. Il est suffisamment immunogène pour provoquer la sécrétion d'anticorps. Voilà. Il n'y a pas besoin d'adjuvant avec des vaccins viraux comme rubéole, oreillon, rougeole. Pardon? On parle des 12 vaccins en fait. Non, il n'y a pas de 12 vaccins. C'est pour ça une qu'on a obligation dit de un 11 vaccins. discours intelligible, de ne pas tous passer. C'est très important. Il y a les cibles, il y a l'hexavalent, le premier vaccin qu'on fait aux enfants, c'est l'hexavalent. Diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, hémophilus et hépatite. Ça fait 6. Là, il y a de l'aluminium. Voilà. Mais après, on leur fait le méningocoque. Alors, dans le méningocoque, je crois qu'il n'y a pas d'aluminium. Il y en a, oui. Par contre, dans le Prevnar, il y en a aussi. Bon. Mais dans le rougeole, oreillon, rubéole, il n'y en a pas. Et c'est lui qu'on fait à notre Il y en a deux J'ai sur bien dit que je n'allais pas faire un cours de biologie. Non, mais d'accord, mais Rentrer dans le détail. on est Quand même, vous venez de leur donner des arguments encore, parce qu'il n'y en a que 2 qui n'en ont pas, d'après ce que je viens toi, d'entendre. mais le Trois vaccin sur rougeole. 11. Oui, Mais c'est important d'être très précis. Voilà. alors, excusez-moi, j'aurais dû préciser qu'il y en avait 3 qui n'en avaient pas. Et c'est important de faire la différence entre les vaccins antibactériens et les vaccins antiviraux. Bien sûr, mais le but, c'est pas de Non, faire de biologie. c'est vrai que c'était pas le but de la conférence, parce que sinon on aurait développé le temps de parole de madame, mais c'était pas. On est vraiment sur le droit en réalité ce soir, mais je ne voulais pas développer le droit sans avoir parlé un tout petit peu des vaccins. Parce que sinon, les gens vont dire ça commence brut de brut par le droit, mais nous on veut savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, à quoi sert un vaccin, et pas faire un cours non plus, parce que sinon il aurait fallu impartir 1 heure chacun. Moi aussi en droit, vous savez, je pense que je connais parfaitement mon métier, mais je vais avoir un discours intelligible, c'est-à-dire que lorsque je vais vous citer par exemple le code de la santé publique, je vais vous dire l'article 1112-1 et suivant, parce que je ne vais pas tous vous les citer, parce que le but de cette conférence, c'est pas être rébarbatif. Vous n'êtes pas venu pour un cours de biologie, vous n'êtes pas venu pour un cours de droit. En revanche, pour avoir des conseils éclairés et avoir également les avis de chacun avec questions-réponses quand même à la fin de la conférence, ça c'est important. Il faut qu'il y ait un échange. Voilà, mais pas plus, pas plus. C'est vrai que nous ne sommes pas dans un colloque de médecine. Et puis surtout, je crois qu'il ne faut pas perdre de vue que, et ça c'est indéniable, vous savez, on voit toujours que la pointe de l'iceberg. Donc quand vous me dites qu'il y a 3 vaccins où il n'y aurait pas de cet aluminium, permettez-moi d'en douter, madame. Parce qu'il y a toujours une infime partie de la composition qui n'est pas rendue publique. Vous savez, moi, j'ai étudié encore ces derniers temps les gaz lacrymogènes. Eh bien, il y a une partie qui est classée secret défense. Mais voilà, ne soyons pas dupes. Je ne pense pas qu'il y ait aujourd'hui des vaccins avec une innocuité totale. Voilà. En parlant de sa composition et notamment ses adjuvants. Mais voilà, il ne faut pas rester sur ce que vous allez lire sur le Vidal, parce que voilà, par qui est fait le Vidal, bon, mais je crois qu'on le sait tous.
bonsoir à tous. Merci d'avoir fait le déplacement, je le répète encore. Moi, je me présente. Alors, moi, c'est Grégory Aubel, l'association Évidence. Enfin, je suis président de l'association Évidence que j'ai créée il y a 2 ans, qui a pour but la lutte pour la vaccination et le but aussi contre les épandages aériens. Je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu. Voilà, c'est la géo-ingénierie dans son ensemble. Voilà, alors ce soir, je ne suis pas venu là pour faire de la promo pour mon association. Je suis venu là pour... oui, non, mais je ne suis pas là pour ça, mais je suis là pour me fédérer aussi avec l'association de Maître Salmeron. Voilà, donc tout à l'heure, on aura parlé justement de la chaîne qu'il y a entre la géo-ingénierie et les vaccins, puisqu'il y a un lien. Je ne sais pas pour rien que je suis là-dedans, il y a un lien. Voilà, puisque je sors de moi, si vous voulez, à la base, je suis technicien en aéronautique. J'ai quitté l'aéronautique il y a à peu près 7 ans pour justement des raisons de pièces, d'appareils qui passaient devant mon poste de travail et qui n'avaient rien à voir avec des pièces d'avion. Voilà, ça c'est la partie que je voulais juste énoncer ce soir au niveau des épandages aériens. Là ce soir, le sujet c'est la vaccination. Alors moi je suis contre la vaccination. Pourquoi? Parce qu'il y a des zones d'ombre dans la vaccination. Les zones d'ombre, ben, c'est les laboratoires pharmaceutiques qui les mettent eux-mêmes en place, ces zones d'ombre. Tout à l'heure, vous parliez, là, madame, des adjuvants dans les vaccins, les métaux lourds qui sont dans les vaccins, puisqu'il n'y a pas que de l'aluminium dans les vaccins. On parle beaucoup de l'aluminium, on ne parle pas des autres métaux lourds qui sont dans les vaccins. Il y en a d'autres. Voilà. Oui, les nanoparticules, exactement. Enfin, voilà, on sait très bien que l'aluminium est un perturbateur endocrinien. Voilà. Et quand, oui, bien sûr, madame, vous dites non, mais oui, l'aluminium est un perturbateur endocrinien. C'est sûr et certain. Voilà. Donc voilà, moi je me bats surtout pour mettre en place la sommation qu'on a faite avec Eric. On l'a faite, ça fait il y a combien de temps maintenant, Eric? En 2018, oui, c'était 2018. Alors, il faut savoir que Madame Agnès Buzyn n'a pas répondu parce que tout est très, très précisé dans cette sommation, voilà, y compris sur la composition vaccinale et y compris aussi sur le conflit d'intérêts qu'elle a en particulier, elle, voilà, via son mari. Tout a été notifié dans cette sommation et on y reviendra. Si vous avez des questions après, ce sera plus d'ordre juridique. C'est Eric, le juriste de l'association, pas moi. Donc voilà, nous on s'est connus, Eric, via YouTube. Voilà. J'ai mon ami aussi, Jules, qui était dans le coin, là, je ne sais plus où il est, je ne le vois plus. Voilà. On s'est tous rencontrés sur YouTube, comme quoi les réseaux sociaux et tout ça n'a pas que du mauvais. Voilà. Moi, ça m'a permis aussi d'avoir en vidéo des gens qui posent des problèmes de société qui sont bien réels et auxquels on a à faire face aujourd'hui de plus en plus. Et voilà. Je vais repasser le micro à Maître Salmeron et je pense qu'on va échanger à mesure de la conférence. Voilà. Merci à tous. Excusez-moi, vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il y a dans cette sommation, avec quelques exemples, quelques paragraphes? Oui, Eric va le faire. Merci. Non, parce qu'elle est longue. Une question, donc, oui, la sommation, alors en gros, dans la sommation, ça ressemble à ça déjà. Vous pourrez venir voir un peu plus près. Il y a
Le gros paragraphe qu'il y a, on va dire, bon, il y a le titre, hein, ça c'est l'objet principal. Après, vous avez tout un ensemble de citations, on va dire, de vrais médecins, hein, de vrais chercheurs, enfin, voilà, qui installent un petit peu, sur différentes citations, qui installent un petit peu, on va dire, l'ambiance de la sommation. Après, donc, vous avez un rappel à la ministre de son obligation vaccinale. Et comme quoi, elle a justement fait fi de toutes les, on va dire, toutes les oppositions, on va dire, fondées sur pièce. Donc elle a fait passer cette obligation sans tenir compte des avis divergents, on va dire. Après, on lui rappelle un petit historique des différents scandales qu'il y a eu en matière vaccinale, qu'il y a eu aussi au niveau des, comment dirais-je, qu'il y a eu donc au niveau des, il y a aussi des procédures au niveau des contrefaçons, des procédures bâclées pour l'autorisation des vaccins grippaux pandémiques. Il y a, enfin voilà, il y a tout un comment dirais-je, non, j'arrive pas à voilà. Donc il y a un rappel aussi de quelques sources, enfin sur la fraude scientifique, des conflits d'intérêts, donc tant dans les mécanismes d'évaluation que des chercheurs eux-mêmes, sans oublier l'exagération des menaces de pandémie grippale. Ça c'était par rapport au H1N1 qu'il y a eu il y a quelques années maintenant. Et donc il y a aussi, on le rappelle aussi, qu'il y a eu des problèmes sur les essais pharmaceutiques à Belgique. Voilà, on lui rappelle aussi qu'il y a eu des documentaires, par exemple Vaxel, qui ont nourri l'actualité médiatique. Après, donc, il y a un détail de jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil d'État qui, justement, ont rendu des décisions sur des effets avérés de certains on va dire, produits vaccinaux. Donc ça, c'est pour la partie jurisprudence. Après, on rappelle à la ministre, enfin plutôt, on informe plutôt qu'il y a eu que la nocivité de l'aluminium a été prouvée par l'American Air Force. Donc, je vais vous montrer le document qui est ici, que j'ai mis dans l'association, dans la sommation, pardon. Voilà. Donc, ce document-là a été fait donc, par l'American Air Force, donc l'armée américaine, dans lequel ça a été fait en 2001, je crois, voilà. Et donc, le titre, c'est In vitro toxicité of aluminium particules inera alvéolar macrophage. Donc, on va dire que les conclusions de cette recherche, en gros, c'est que l'aluminium, on va dire, c'est pas bon du tout pour l'organisme. Voilà. Après, on y arrive. Voilà, qu'est-ce qu'il y a. Donc, c'est vrai qu'elle est un petit peu longue, mais elle est très très détaillée et motivée. Après, donc, je rappelle à la ministre, en gros, qu'on ne remet pas du tout, la vaccination en cause, mais qu'effectivement, on aimerait d'abord qu'elle se prononce sur le détail, enfin sur la composition détaillée de chaque vaccin, justement pour éviter, voilà, pour qu'il y ait une bonne information pour ceux qui veulent faire vacciner leurs enfants. Mais voilà, surtout pour qu'on sache vraiment ce qu'il y a dans les vaccins. Parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, on essaie de savoir vraiment ce qu'il y a dans les vaccins et en gros, on n'en sait pas grand-chose. Effectivement, même sur les notices de vaccins, il faut regarder les effets secondaires, c'est toujours marqué dans les notices, ça renvoie à un STX, c'est vraiment très très marqué en petit, effectivement, c'est pas simple. Mais après, donc, après, on lui rappelle donc, que la loi, elle impose préalablement à tout acte vaccinal de prendre donc, toute précaution, hein, voilà, c'est-à-dire de procéder à un examen destiné à vérifier si le produit que l'on veut administrer donc, n'est pas dangereux pour celui qui le reçoit, hein, on va dire. Et là, donc, par rapport à ça, on lui demande donc de transmettre au visage du droit à l'information, et donc on lui demande qu'elle nous transmette l'entier de documents se rapportant au rose vaccin. Et on lui rappelle aussi certaines recommandations du Conseil national de l'ordre des médecins, qui est très intéressant d'ailleurs, dans lequel, dans son article 35, qui précise quand même que, ça c'est l'ordre des médecins, qui précise, le Conseil national de l'ordre des médecins, qui précise que l'information, donc, elle doit être loyale, c'est-à-dire qu'on ne ment pas
à quelqu'un qui doit être respecté. Cette loyauté ne signifie pas une franchise brutale, crue, sans cœur, mais toute dissimulation ou tout mensonge est exclu. C'est intéressant. Voilà, donc sauf en fonction des réflexions que nous allons voir, dont l'application devrait devenir plus rare. Alors, il ne faut pas non plus qu'il y ait l'intention de tromper ou de dol, car c'est une faute en droit général. Et elle peut être la cause de nullité, bref, d'un contrat et source de responsabilité. En gros, le Conseil national de l'ordre des médecins rappelle quand même que le patient peut refuser une décision pourtant logique et comme évidente. Et s'il persiste, cependant dans son refus, et sauf urgence, son choix devra être respecté. Intéressant. Parce que la ministre apparemment a semblé un petit peu mettre de côté. Pardon? Non, mais je dis, il y a eu des antécédents à tout ça, la loi Kouchner, les arrêts de la Cour de cassation de 97, le code civil, le code. De toute façon, maître, je vous pose une question, et ça, je me la suis toujours posée. Pourquoi, le 5 décembre 2016, M. Valls s'est permis, par décret, d'instituer alors, le truc de la justice, là. Comment on appelle ça? Pardon? L'inspection générale de la justice, qui est sous la coupe. Alors, il y aura des questions-réponses, mais je sais de quoi vous parlez. Sachez que ça a été censuré par la Cour de cassation. Lorsque vous allez voir... Non. La Cour de cassation, d'accord, mais voilà. La Cour d'appel et les tribunaux de grande instance, eux, sont obligés de passer par l'exécutif. Si ces gens-là passent par l'exécutif, il n'y a plus de constitution. Non, vous faites... alors je sais. C'est un raccourci, C'est vrai que au départ, il était institué ce nouveau comité, ce nouveau conseil pour les magistrats. La Cour de cassation a été saisie et le paragraphe justement litigieux a été censuré. Donc il n'existe plus celui-ci. Alors attention, entre les textes où on vous dit qu'il n'y a pas d'ingérence de la part de l'exécutif sur le pouvoir judiciaire, il faut faire la part des choses entre ce que le texte dit et ce qu'il y a dans les faits. On a bien vu dans le mouvement des Gilets jaunes que lorsque Christophe Castaner dit qu'il faut qu'il y ait des peines sévères, moi je veux bien que le procureur requiert des peines sévères, mais pas qu'on dise aux magistrats du siège qu'il faut des peines sévères, parce qu'à ce moment-là, effectivement, on bascule et il n'y a plus de séparation des pouvoirs. Voilà, mais tant qu'on a des magistrats qui résistent, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus cette séparation des pouvoirs. Et dans le texte, ça a été censuré. Mais on pourra y venir dans les questions-réponses après, parce que c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les vaccins. Moi j'aurais une question justement sur la sommation. Pourquoi on dit, pourquoi vous n'avez pas fait médiatiser la remise de la sommation? Parce que en fait, là je viens d'apprendre maintenant que vous avez envoyé une sommation à la ministre Agnès Buzyn. Ça aurait peut-être été plus efficace. Et peut-être ça l'aurait obligé à donner une réponse si ça avait été médiatisé. Alors on a fait, déjà, moi pour ma part, avec Eric, on a fait des vidéos là-dessus sur Internet, alors ça n'a pas été assez suffisant. Il faut savoir qu'on a pris contact aussi avec des journalistes et que personne n'a voulu, personne n'a voulu diffuser cette information. Il paraît qu'on est en démocratie. Après, vous savez, je pense que la liberté d'information, pour nous, elle est aujourd'hui extrêmement bafouée et limitée, extrêmement limitée, surtout quand on agit contre le gouvernement, contre des solutions gouvernementales. Et quand on n'est pas en phase avec le gouvernement, on se trouve quelquefois, on marche sur des ronces. Vous savez, hein, je ne vous apprends rien. Moi, ça fait des années que je suis embêté avec plein de dossiers différents, parce qu'il n'y a pas que la vaccination que je m'occupe.
Donc, moi, je suis touché 2 fois, parce que j'ai des jumeaux qui sont arrivés en juin 2018. Je ne cache pas que la vaccination, déjà, moi, j'ai eu des réactions méningéniques à chaque vaccin qu'on m'a fait. Donc, à partir de l'âge de 15 ans, on a arrêté de me les faire. Ça, c'est pas possible, parce qu'ils disent que ça risque rien. J'ai passé à chaque fois Alors, moi, je vais vous dire, j'ai eu un papier de mon docteur qui est intimé l'ordre au lieutenant-colonel de la base où j'allais à l'armée de ne pas me faire le vaccin. À l'époque, c'était la TAVTT. Et je vous garantis qu'il y en a 2, ils ont la mâchoire en travers, parce qu'il n'y a personne qui m'a fait le vaccin. Non, mais c'est vraiment de l'ironie. Le souci qu'il y a, c'est qu'on vaccine ou qu'on ne vaccine pas. Je ne suis pas contre le vaccin. Par contre, je suis contre l'obligation de le faire. C'est un manque de liberté, ça. C'est justement sur je reviens 2 minutes, mais c'est justement sur l'obligation vaccinale qu'on vient ce soir. Je ne suis pas là pour faire un procès au vaccin, voilà, mais que les gens aient la liberté de choisir pour leurs enfants. Parce que à l'heure actuelle, on a l'impression que le gouvernement a des ordres à nous donner et qui nous dictent un petit peu ce qu'on doit. Bientôt, ils vont nous donner à manger, ils vont nous dire bah, tiens, il ne faut pas acheter ça, vous allez devoir acheter ça. Ce que j'aimerais savoir justement sur la loi d'obligation, j'ai lu un peu de tout et je ne sais pas si c'est vrai, parce qu'on est amené au point à se poser, même sur des images réelles. Je prends l'exemple du t-shirt, il y en a beaucoup qui disaient que c'était un fake news. Vous savez, le t-shirt. Oui. Voilà. Avec Macron qui parlait là. Oui. J'ai lu que dans le texte, a priori, le laboratoire qui faisait le vaccin était dédouané et que le gouvernement aussi, puisqu'ils ne pouvaient pas être impliqués. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce qu'ils ont fait un paragraphe où eux ne peuvent pas être condamnés? C'est possible. Hein. Alors moi, je n'ai pas les tenants et les aboutissants de ça. Moi, je suis. Vous voyez? Mais parce que si c'est le cas, rien que de stipuler que le laboratoire et l'État ne peut pas être mis en cause, ben c'est qu'il y a un problème. Oui, mais je vous repasse de toute responsabilité. Je crois qu'il faut choisir ses intervenants pour les questions que vous avez à poser, parce que Maître Grégory est un peu mal à l'aise alors qu'il n'est pas juriste ni avocat. Pour lui, ça le met un peu en difficulté, mais avec toute sa bonne volonté, il essaie de vous répondre. Non, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, ni même hier, on ne peut pas engager la responsabilité de l'État. Il y a d'ailleurs l'organisme ONIAM qui est là pour indemniser les victimes des accidents médicaux. Et les vaccins sont inclus dedans. Ça veut dire qu'on peut toujours engager la responsabilité de l'État pour obtenir les dommages-intérêts suite à une vaccination. Donc ça c'est faux, voilà, donc c'est une fake news effectivement. Mais nous, c'est pas là qu'on veut en arriver. Nous, on veut éviter justement d'avoir à engager la responsabilité de l'État et avoir des dommages-intérêts parce que l'argent ne vous rendra pas votre santé, quoi qu'il en soit. Donc là, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Alors, vient ma partie, puisque Éric Mérel a fait délivrer une sommation de faire ou de ne pas faire, dans laquelle il pose des questions claires à Madame la Ministre, et celle-ci n'a pas répondu. J'ai donc pris l'initiative d'engager une procédure administrative devant le Conseil d'État, puisque nous avons les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel, et le Conseil d'État qui est l'équivalent de la Cour de cassation en matière judiciaire. Mais il y a des sujets où l'on ne peut pas saisir directement le tribunal administratif et le vaccin, justement parce que ce sont des lois et des décrets, eh bien, nécessite que l'on saisisse directement le Conseil d'État. Ce Conseil d'État, là aussi c'est une procédure très particulière, puisque on fait d'abord un référé suspension, en tout cas nous c'est ce qu'on a voulu faire, et en parallèle, je dirais en même temps, on doit introduire une requête en annulation. Annulation donc de cette obligation faite pour ces 8 autres vaccins d'ailleurs, parce que c'est vrai que jusqu'à présent on a accepté 3, mais là 11 pour ces enfants, c'est trop. Et donc on se base effectivement toujours
sur les mêmes articles. L'article, par exemple, 16-1 du Code civil. Sachez qu'on a le droit, normalement, je vous expliquerai après pourquoi, de disposer librement de notre corps, que l'on ne peut pas nous contraindre lorsqu'il s'agit de notre corps. Même le préambule de 1946 de la Constitution de 1958 nous protège à ce niveau-là. Il y a la Convention d'Oviedo, il y a le Code de la santé publique, il y a également un arrêt très important qui avait été rendu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'appelle en 2009 l'arrêt Salvetti. Là, on s'est dit en 2009, avec cet arrêt Salvetti, on est sauvé parce que cet arrêt dit qu'on ne peut pas obliger quelqu'un, et là on parlait bien de la vaccination dans cet arrêt Salvetti, on ne peut pas obliger quelqu'un à se faire vacciner parce que ça constitue une ingérence pour la personne. Une ingérence qui est inacceptable. Et le Conseil d'État avait déjà été saisi. Il a déjà rendu son arrêt, il a rejeté les demandes des requérants qui demandaient l'annulation de cette obligation vaccinale. Mais lorsque j'ai lu cet arrêt, qui a été rendu il y a quelques mois, c'est pas vieux, sauf erreur de ma part, et en tout cas ça serait une erreur plutôt du Conseil d'État, je n'ai pas vu dans l'arrêt rendu que le requérant avait saisi ce Conseil sur le principe de précaution. Ce fameux principe de précaution dont on nous rabat les oreilles quand on veut nous obliger à faire des choses, eh bien à nous de leur rabattre un peu les oreilles avec ce principe de précaution. Leur dire, bon, si vous n'avez pas de certitude, si vous ne pouvez pas nous dire quel est le pourcentage des bienfaits et méfaits de ces nouveaux vaccins sur ces enfants, eh bien nous, sur le principe de précaution, on vous demande tout simplement d'annuler simplement l'obligation, pas les vaccins, l'obligation faite. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, je ne vois pas pourquoi nous avons jusqu'à présent vécu avec 3 vaccins obligatoires et qu'aujourd'hui, du jour au lendemain, il en faille 11. On demande également au Conseil d'État de demander, par l'intermédiaire de notre requête, à ce que Madame Buzyn réponde déjà aux questions de la sommation. Donc on reprend toutes les questions dans la requête de la sommation, mais également de nous certifier qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts avec ces industries qui vendent ces vaccins et qui en font de toute façon un commerce bien juteux. Voilà. Et toutes ces questions-là, on les pose devant le Conseil d'État à défaut d'avoir eu des réponses. Donc ça veut dire que je demande dans cette requête à titre principal l'annulation de l'obligation et à titre subsidiaire à ce que Mme Buzyn réponde. Pourquoi? Parce que si elle répond et qu'il se passe quoi que ce soit, on pourra toujours dire « Voilà, madame, quelles étaient vos réponses. Vous nous avez menti. » Ensuite, beaucoup me diront « Mais de toute façon, votre requête, maître, elle va être rejetée. » Grand bien leur face. C'est pas forcément mon objectif qu'elle soit acceptée, je vais vous dire pourquoi. Parce que si elle est acceptée, c'est tant mieux. Si elle est refusée et qu'ensuite nous avons des problèmes avec ces nouveaux vaccins sur nos enfants, eh bien moi, maître Albert, j'aurai un jugement avec le nom du magistrat, sa signature, et lui ne pourra pas dire « je ne savais pas » parce que de toute façon, un magistrat ne peut pas s'auto-saisir, d'accord? Donc, il pourrait dire, mais moi, on ne m'a jamais saisi, donc je ne pouvais pas me prononcer. Eh bien là, si, monsieur, voilà, on vous a tout dit, on vous a tout dénoncé, on vous a posé des questions, vous avez rejeté notre requête, vous êtes tout aussi responsable. Et en cas de problème, ben, on n'attaquera pas uniquement l'État pour obtenir des indemnisations via l'ONIAM, mais on va vous attaquer, vous aussi, pour dysfonctionnement de la justice et voire même votre responsabilité personnelle, puisque aujourd'hui, les conditions pour engager la responsabilité d'un magistrat
à titre personnel, sont très très strictes. Il faut que ce soit vraiment une faute détachable du service public qu'il représente et pour lequel il travaille. Eh bien, nous, à ce moment-là, on pourra le faire. Mais en tout cas, ils auront tôt ou tard des comptes à rendre. Voilà. Je voulais juste vous dire, madame, en 2 mots, oui. Puisqu'on parle des vaccins, oui. C'est que, de toute manière, depuis les racines de la vaccination, tout a été caché. Autrement dit, pour aller sur un exemple bien simple qui va intéresser les personnes ici, la vaccination contre le tétanos ne vaccine pas. La maladie ne porte pas l'immunité. Comment voulez-vous qu'un vaccin la porte? Eh bien, tout ça, ça a été caché. Tissot l'a bien démontré. Avant lui, 4 ou 5 biologistes. Tout est caché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Tout à l'heure, vous me dites que le président du conseil... non, je dis des bêtises. Les présidents des cours de grande instance, les présidents de cours d'appel sont tenus de référer à l'inspection générale de la justice et par exemple d'être très sévère sur les gilets jaunes. Vous appelez ça comment, madame? Mais moi, je le dénonce depuis le début, monsieur. Je le dénonce depuis le début, monsieur. J'ai même failli perdre ma robe d'avocat pour ça. Alors, je pense que s'il y a bien quelqu'un aujourd'hui à qui vous ne pouvez pas reprocher ça, c'est bien moi. Mais oui, mais je ne peux pas vous donner plus d'explications que cela, parce que pour pouvoir vous donner une explication, monsieur, il faudrait que je sois corrompu. C'est-à-dire que je sois au courant de ce qui se passe. Or, je ne suis pas corrompu. D'ailleurs, eux, ce ne sont même pas des corrompus, ce sont la corruption. Ils représentent la corruption même. Et c'est différent. Il y a un fossé entre les deux. C'est beaucoup plus fort. L'obligation vaccinale ne devrait plus exister, puisqu'à partir du 1er janvier 2017, il y a réunion de l'exécutif avec le jury, avec le judiciaire. En plus, les élections ne devraient pas être validées et le président de la République ne devrait pas exister. Oui, mais monsieur, je ne vais pas vous apprendre à votre montage. Je ne vais pas vous apprendre à votre montage que entre la théorie et la pratique, il y a un monde. Donc, même si aujourd'hui je vous disais, allez, d'accord monsieur, il n'y a plus de séparation des pouvoirs, donc il n'y a pas de constitution. C'est bien ce que dit notre constitution en 1958. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si il faut juste aller virer Macron, vous voyez bien qu'on n'est pas arrivé. Donc c'est pas... Oui, mais comment vous le mettez en œuvre, monsieur? Il vous faut une milice qui remplace notre police. Si d'ailleurs on peut encore les appeler nos policiers, pour la plupart. Voilà. Donc, vous n'allez pas me convaincre, vous essayez de convaincre une convaincue. Je ne veux pas vous convaincre, je voudrais que les gens sachent un peu, parce qu'on passe pour des lampistes, vous comprenez quand on dit ça. Même devant M. Asselineau, mais peu importe, je ne fais pas de politique. Mais ce type-là m'a dit, monsieur, vous dites des bêtises. Alors je lui dis, bon, eh bien, si je dis des bêtises, pourquoi les présidents de tribunaux de grande instance sont obligés de suivre les directives de l'inspection générale de la justice? Oui. Alors, je sais que les questions vont être très intéressantes. Vous n'avez pas l'impression qu'on s'égare un peu là? Oui, c'est pour ça. Alors après, il pourra y avoir des questions comme ça, si elles sont minimes, il n'y a pas de souci. Moi, j'y réponds, vous savez, depuis plus d'un an maintenant. Ça ne me pose aucun problème. Par contre, j'aimerais juste terminer mon intervention, ou la mienne, avant les questions-réponses. Parce que le but, quand même, de cette conférence, c'est que vous sachiez comment résister. Comment résister? J'ai un médecin qui pêche. Oui. C'est ce que j'ai fait. Alors, il y a des médecins qui sont de mèche, effectivement, mais moi, vous le savez, je ne suis pas une collabo, donc je ne balancerai personne. En revanche, il y a 2 autres méthodes. Il y a la première qui va vous permettre de gagner du temps, parce que le Code de la santé publique prévoit que des tests soient réalisés avant la vaccination. D'accord? Donc ça, vous allez voir que lorsque vous allez adresser vos demandes, et d'ailleurs j'ai des retours à ce sujet, notamment auprès de la sécurité sociale, eh bien, pas de réponse. Donc là, vous n'êtes pas en porte-à-faux. Vous avez simplement voulu faire respecter la loi,
Et puis, pour l'instant, vous n'avez pas de réponse. La seconde solution est justement un modèle, alors j'en ai imprimé plusieurs pour pouvoir vous les distribuer. C'est un modèle de courrier à faire signer par votre médecin. Mais c'est le but. Ah oui, mais si c'est lui qui ne veut pas, vous n'aurez pas, vous ne serez pas opposé à la vaccination. Vous êtes en droit que le médecin vous remplisse ce document. Alors, je vais quand même vous le lire, c'est pas très long. Donc, je vous passe les titres, etc. Donc, je sous-signais docteur, exerçant sur la commune 2, certifié avoir reçu le responsable légal de l'enfant né le. Par la présente, j'atteste que la vaccination prévue, et entre parenthèses, citer les vaccins, sur cet enfant ne présente aucun danger pour sa santé, ni effet secondaire susceptible de nuire tant à sa santé morale que physique, actuelle et future. J'atteste également de l'innocuité totale des composants de ces vaccins sur la santé de l'enfant et que ces produits ne présentent aucun caractère défectueux. Parce que si j'écris ça, c'est que souvent on vous renvoie vers le Code civil qui prévoit la responsabilité pour les produits défectueux. Je confirme en outre avoir donné tous les renseignements au sujet de l'absence de risque afin que le consentement à la vaccination de cet enfant soit libre et éclairé conformément à l'article L 1111-2 du Code de la santé publique et qu'à minima, l'article D 3111-6 a été respecté, c'est-à-dire l'information qui doit être claire, loyale et appropriée. Et pour que tous puissent faire vacciner leur enfant avec un consentement libre, éclairé, et pas plus, pas moins. Et pas un seul médecin n'est capable de vous donner les renseignements que vous demandez, éclectiques, tout ce que vous voudrez. Ils sont tellement désinformés, ils sont tellement pris par leur travail qu'ils n'ont pas le temps et de toute façon, ils ne suivent pas les arrêts de la Cour de cassation. C'est notre José Bové à nous. Alors, oui, Denis. Vous avez cité un exemple tout à l'heure en disant que nous effectuons en droit de faire lors de tests sanguins pour voir en fait les taux d'immunité. Tout à l'heure, je reviens de l'hôpital de Montpellier ce matin, j'ai fait une sérologie pour les dépistages HIV, tout type. Et justement, par rapport au vaccin, ils m'ont demandé la dernière fois que je m'étais vacciné pour l'hépatite. Je leur ai dit ça fait plus de 15 ans quand j'étais à l'armée. Et que je ne souhaitais absolument pas leur faire parce que j'étais pris dans la fameuse souche scandale des années 90. Donc ils ont fait un tas de tests, ils ont inclus un maximum de tests d'immunité, c'est ça? Et donc, je voudrais savoir quel est le texte de loi que vous avez cité tout à l'heure? Ça m'intéresse quand même. C'est l'article R 3111-8 du Code de la santé, consentement libre et éclairé. Voilà, c'est tout. Je vais me renseigner pour le reste. Non, parce que j'ai une batterie de test avec parce qu'il n'y en a jamais qu'un. Et suivant. Et ça vient de quel code civil? Code de la santé. Non, Code de la santé publique. On pourra avoir la distribuer. Oui, voilà, pour les questions, on peut maintenant faire circuler le micro. Madame va donner la réponse à la question du monsieur sur le test. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Sophie Guillot. Donc, j'ai fondé déjà 2 associations. Une première association qui s'appelle Info Vaccin France, dont j'ai été présidente et je suis partie. Et ensuite, une autre association que je viens de créer qui s'appelle l'Association pour le libre choix thérapeutique. Je suis très active sur les réseaux sociaux et je suis notamment administratrice d'un site qui s'appelle Info Vaccin Prévenard, qui a été fondé en 2011 par un couple de parents belges dont la petite fille est décédée 8 jours après ses premiers vaccins à l'âge de 3 mois. Et ils ont pensé à l'époque que c'était le Prévenard qui était en cause. Donc c'est pour ça que le groupe s'appelle comme ça. Et après, ils ont compris que ça pouvait être autre chose que le Prévenard. Et que peut-être que les autres vaccins qu'elle avait reçus, parce qu'elle avait reçu 3 vaccins à la fois, elle avait reçu un hexavalent, le Prévenard, et un vaccin oral, le rotavirus. Donc, je suis administratrice sur ce groupe qui comprend 55 000 membres et j'aide des parents qui se posent des questions justement par rapport à la vaccination tous les jours.
Ça fait plusieurs années que je suis très active et j'avais organisé la projection de Vax à Bruxelles et à Paris en 2017 et j'avais fait le sous-titrage en français de ce film. Quoi dire d'autre? J'ai fondé aussi une initiative qui s'appelle Sentinelle, où j'ai des bénévoles sur le territoire qui assistent des parents pour comment dire, des rendez-vous qui risquent d'être difficiles, soit avec un médecin, soit avec une administration. Et souvent, le fait qu'il y ait une personne présente et un témoin, ça calme le jeu, parce que la personne en face sait que le parent ne sera pas tout seul à dire une chose, il y aura un témoin qui pourra certifier qu'il s'est bien passé ça, ou que la personne a bien dit ceci ou cela. Je voudrais quand même revenir sur une chose. Vous avez parlé, madame, que les vaccins étaient obligatoires depuis 1953. Donc, excusez-moi, le vaccin antivariolique a été rendu obligatoire en 1902 jusqu'en 1984. Le vaccin BCG a été rendu obligatoire en 1950. Le vaccin antidiphthérique a été rendu obligatoire en 1938. Et le vaccin tétanique en 1940 et le vaccin polio en 1965. D'accord ? Donc, c'est pas du tout 1953, c'est bien avant qu'il y avait des obligations vaccinales et qui perdurent. Normalement... On n'est pas remonté aussi tôt, mais par contre, on est remonté sur les petits cahiers que nous avons montrés. D'accord. On a repris vraiment... Sinon, normalement, ce qui aurait dû se passer en 2018, c'est la levée de l'obligation du DTP. Et c'était ce qui était prévu par le comité technique des vaccinations qui l'annonçait à grande presse depuis 2011 et qui l'avait écrit à plusieurs reprises dans des publications publiées par la Haute Autorité de Santé. Donc, c'est pas n'importe quoi. Il était prévu de lever l'obligation des DTP parce qu'il n'est plus nécessaire de vacciner tous les enfants contre le DTP, vu qu'il n'y a plus de cas de diphtérie ni de polio en France depuis 30 ans. Donc, ça ne sert à rien. Il n'y aura plus de cas de polio en France, c'est certain. Et les cas de tétanos qui se produisent chez des gens de 70 ans et plus. Donc, les enfants ne sont pas concernés par le tétanos. Donc ça, c'est un premier point. Donc moi, personnellement, je me battais contre l'obligation de DTP bien avant la loi de 2018. Donc vous vous doutez bien que quand la loi a été annoncée en 2017, j'ai pris la plume et j'ai écrit une lettre à Emmanuel Macron que j'ai envoyée en double à Edouard Philippe, en double au président de l'Assemblée nationale et en double à Mme Buzyn. Dans ce courrier qui fait un certain nombre de pages, j'ai détaillé les notices officielles des vaccins qui étaient rendus obligatoires, de certains vaccins rendus obligatoires, en soulignant certains effets secondaires extrêmement graves et en expliquant que d'après les chiffres donnés par le propre laboratoire, on avait entre 40 000 et 65 000 enfants qui risquaient d'avoir un effet neurologique très grave avec les tout premiers vaccins à 2 mois. Et que le fait qu'en plus on fait conjointement l'hexavalent et le Prevnar, ça augmente ces risques, c'est-à-dire qu'on passe de 35 000, 40 000 à 65 000 enfants par an. Donc ça veut dire que chaque année, on ne sait pas ce qui va se passer pour 65 000 enfants. Plus que ça, madame. 10 fois plus. Non mais, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, j'ai envoyé ce courrier en recommandé à toutes ces personnes. J'ai reçu une réponse du cabinet d'Emmanuel Macron, me précisant quand même que pour les enfants nés avant 2018, ne serait continuellement obligatoire que le DTP. Donc là-dessus, on peut aussi agir énormément. Et j'agis parce que je peux vous dire que depuis que la loi est passée, il y a des enfants qui sont nés avant 2018 à qui on fait subir des pressions aux familles pour leur imposer des vaccins alors qu'ils ne sont pas obligatoires pour eux. Donc là, je soutiens des familles et je leur fais écrire des courriers aux mères, à la directrice, enfin que sais-je, des fois aux médecins, en leur disant mais moi je ne demande pas mieux que de faire un DTP, mais fournissez-moi un DTP et pas un DTP coq par exemple. Et évidemment, il n'y en a pas sur le marché, des vaccins pédiatriques depuis 2007. Donc là-dessus, il y a une faille, puisque en 2017, il y a eu une décision rendue par le Conseil d'État le 8 février 2017, qui donnait 6 mois au gouvernement pour remettre un DTP seul sur le marché pédiatrique, ou à changer la loi. Or, Buzyn, justement, a discuté pendant longtemps avec ses conseillers juridiques, et elle souhaitait que la loi 2018 s'applique à tout le monde. Mais ce n'était pas possible. On ne pouvait pas demander à appliquer cette loi aux enfants nés avant que la loi n'existe. On aurait pu donner une autre date, une autre
date. Mais en tout cas, Moi, tous les enfants mineurs. Oui, mais pourquoi que les enfants mineurs? Parce que si vous avez un enfant né en 2010, vous pouvez très bien dire, attendez, moi, quand mon enfant est né, ce qui était obligatoire, c'est le DTP. Donc vous n'allez pas me dire aujourd'hui qu'il faut que je fasse 11 vaccins. Les lois ne peuvent pas être rétroactives. Donc on ne peut pas avoir une loi rétroactive. Donc elle aurait bien voulu la rendre rétroactive. Hein. Mais ceci dit, j'insiste aussi sur un point parce que j'avais dit Pardon? Vous pensez qu'ils se seraient gênés? Mais ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont vraiment pas pu le faire. Par rapport à la façon dont la loi est faite en France, ils n'ont pas pu faire ça. Et franchement, ils voulaient le faire. Ils auraient pu. Mais écoutez, en fait, ils n'ont pas fait. C'est ce qu'on appelle les lois rétroactives ou non rétroactives, tout simplement. Ah oui, mais c'est un petit peu compliqué d'imposer des vaccinations à l'âge de 2 mois à des enfants qui ont déjà 6 ans, par exemple. Ah non, pour certains vaccins, on aurait pu quand même les rendre obligatoires. Autre chose que je voudrais dire, c'est qu'à plusieurs reprises, j'ai entendu certaines choses qui sont complètement inexactes ce soir. Par exemple, madame tout à l'heure qui disait que les 11 vaccins étaient dans la même seringue, c'est faux. Il faut arrêter de dire ces choses-là, c'est pas vrai. Les 11 vaccins ne sont pas dans la même seringue. Et mine de rien, c'est important d'être précis, parce que sinon, on passe pour des marioles. Vraiment, j'insiste là-dessus. Donc, il n'y a pas les 11 vaccins dans la même seringue, il n'y a jamais eu 11 vaccins dans la seringue, et ils n'y seront jamais, pour l'instant en tout cas. Voilà. Et de la même manière, il est faux de prétendre que du jour au lendemain, on a imposé 11 vaccins. Pourquoi? Parce que moi, je regarde les carnets de santé d'enfants qui sont nés depuis les années 2000. Les enfants, l'hexavalent le reçoit depuis 2001 dans tous les cabinets de pédiatres. Le Prévenart, il le reçoit depuis 2006. Le Prévenart 13 depuis 2011. Les méningitech depuis 2005. Donc, il faut arrêter de dire du jour au lendemain. C'est pas vrai, c'est pas vrai. 90% des enfants avaient déjà les 11 vaccins de 2018. Ça, c'est pas fait. Pourquoi on parle du jour au lendemain? On parle de l'obligation, pas de l'invention des vaccins. Ce qui est très important de vous dire. Ah non, c'est très important, madame, je pense qu'il faut être précis. Il faut être précis parce que vous pouvez entretenir une confusion dans l'esprit des gens qui sont là. Nous, on parle depuis le début de la vaccination obligatoire. Donc les 8 nouveaux vaccins obligatoires, on ne vous a pas dit, je ne le pense pas, à moins que je sois complètement sourde, que ces vaccins étaient nouveaux. On parle bien de cette obligation vaccinale, nouvelle obligation. On n'a jamais dit que ces vaccins étaient nouveaux. Je crois qu'il faut être précis quand même lorsqu'on s'adresse aux gens. Voilà, moi j'aime bien l'échange, mais je n'aime pas entendre des choses qui n'ont pas été dites. Voilà. Moi c'est facile. J'ai une fille de 21 ans, j'en ai une de 10 ans, j'ai des jumeaux de 20 mois. D'accord? Donc, il sera jamais tranquille. Ma première, elle a 3 vaccins. Ma deuxième, elle a 3 vaccins. Et les petits, pour le moment, ils n'en ont aucun. Parce qu'on traîne des pieds. Et on veut des solutions pour justement continuer à traîner les pieds. Moi, le papier signé au docteur, vu la réaction qu'elle a eue, je sais qu'elle ne le fera pas. Ce qui m'intéresse, c'est de demander ce que vous avez dit en premier, voilà, le test à la sécurité sociale. Ça, je sais que sur Internet, il y en a beaucoup qui l'ont fait et ils attendent encore. Et tant qu'ils ne l'ont pas, il n'y a pas de vaccin. Il a bien avocate à Marseille, 1500 demandes elle a fait. 1500. Par contre, vous avez un papier aussi pour cette demande, un papier type pour faire la demande? Papier type non, mais vous savez, vous pouvez le trouver, je vous donne le texte, tout simplement, l'article, et puis vous allez le chercher, vous faites un copier-coller. Moi, je suis déjà que cette démarche de la sécurité sociale, et je ne vous réponds pas. Excusez-moi, concernant donc, ce vaccin DT polio, il y a quand même une note qui vient de la Haute Autorité de Sécurité de vaccin, et qui dit clairement que la DTP donc, n'est non commercialisée, mais disponible sur demande du médecin. Donc, clairement, donc, il marque la commission technique des vaccinations. Vaccin non commercialisé, mais disponible sur demande, médecin auprès du fabricant. Marqué ici, sur la vaccination, sur la Haute Autorité de Sécurité. Concernant les tests, moi de mon côté, j'ai fait la démarche de la sécurité sociale qui m'a pas répondu. En revanche, ce qui est possible de faire, donc pour chaque parent, moi c'est ce que j'ai fait de mon côté, je fais des tests à mon enfant, j'ai fait donc des prélèvements de cheveux pour savoir s'il y a des problèmes au niveau de l'aluminium, du mercure,
ou perturbateurs endocriniens, c'est à nos frais. Pour l'instant, c'est à nos frais. Malheureusement, on a prouvé que notre enfant est parfaitement sain avant les vaccins. On est obligé d'être en bonne santé. Et après le vaccin, on peut faire un autre test, mais c'est à nos frais. Et ça représente une certaine somme, et c'est 300 €. Voilà, mais c'est à nos frais. Mais on est obligé donc de prouver que le petit est en parfaite santé avant d'avoir la vaccination. Et qu'on est rendu. Alors, je vais juste vous expliquer qu'il y a un petit problème même avec ça. Parce que ce que vous donnez à manger à vos enfants, il y a des produits dedans qui contiennent déjà des bases d'aluminium, etc. Vous allez exactement. Et donc, vous allez forcément les retrouver dans les cheveux, les ongles. Voilà. Donc, ce qui prouve déjà qu'il y a déjà un empoisonnement à la base de notre alimentation, etc. Et ils se mettront sous couvert de ça à chaque fois. J'ai fait donc les tests en question, il n'y a rien, il n'y a aucun perturbateur endocrinien, donc il les élimine, il n'y a rien, il est parfait. Donc le problème c'est que moi si demain je me fais vacciner, donc je pourrais pour dire que mon enfant est en parfaite santé, mais le problème est toujours le même, c'est qu'on n'a pas l'assurance que l'aluminium est responsable de sa défaillance. Et on n'a pas, et en plus santé c'est même pas une Sophie, ils ont de santé. On ne peut pas compenser derrière un problème de santé. Comment on peut faire dans ces cas? Déjà on le à l'eau, mais la NSL ou encore la rembourse. Aucun problème. Ouais, c'est la pire. J'avais les mêmes avant, j'ai changé. C'est le problème. Oui, non, mais après je comprends ce que vous dites. Mais tout à fait. Et c'est rien, le problème c'est qu'on faire une prise de sang à un enfant de 20 mois, c'est impossible. C'est impossible, moi je veux pas donc torturer mon enfant à faire une prise de sang pour voir si son immunité est correcte ou pas, c'est pas possible. Donc le seul, pour l'instant, prélèvement qu'on fait, c'est les cheveux. Oui. C'est au-delà, je vois pas. Vous l'avez envoyé à quel laboratoire? Toxique. Comment? À Toxique. C'est le laboratoire qui s'occupait des cancers. Il est en France? Il est en France. D'accord. C'est celui qui s'occupait des cancers pédiatriques en France. Voilà. D'accord. C'est le laboratoire citoyen. D'accord. Mais bon, c'est relativement cher. C'est 300 € pour les perturbateurs endocriniens et avec les métaux à l'intérieur. Après, vous savez, c'est séparé. Mais c'est à nos frais. Non, mais rien que ça, c'est immoral. Mais je comprends le problème. C'est pour ça que je vous ai répondu tout à l'heure. Voilà, on peut trouver également chez les nouveau-nés des problèmes d'empoisonnement ou d'intoxication aux métaux lourds, et on se cachera toujours là-dessus. Parce que vous avez soit reçu par l'alimentation, généralement c'est l'alimentation, ou même l'allaitement de la maman le fait aussi. Tout à fait correct. Voilà, donc il y a ce problème-là. Après, le problème c'est justement qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça. Quelle est l'alternative? Il n'y en a pas en France. Et c'est justement pour ça qu'il faut créer des lois ou des obligations d'État pour permettre justement d'évaluer le taux de métaux lourds chez les enfants. Déjà, parce qu'il n'y a pas que l'aluminium. Voilà, l'aluminium qui est très dangereux, on a le manganèse. Vous savez que si on dépasse un certain seuil de manganèse, vous devenez violent, extrêmement violent. C'est prouvé, ça c'est des analyses qui ont été faites par l'armée américaine. C'est donc ça qui met dans la bouffe des CRS? Mais ça, le manganèse, on a un taux, si vous voulez, on a un taux déjà dans le corps de manganèse. S'il est dépassé, vous rentrez dans des crises de violence extrême, et c'est pour ça qu'on en retrouve aussi dans les épandages aériens. Voilà. On en retrouve du manganèse, on en retrouve à dose très forte dans certains épandages aériens. Voilà. Alors en France, on vous dit que c'est la théorie du complot, etc. C'est toujours la même rengaine. Depuis le 11 septembre, on entend ça. Les théories du complot, etc. Ça a fait exploser le complotisme. Voilà, on ne peut plus rien dire sans être complotiste, en fait. Voilà. Donc, voilà, le problème est là. On peut pas exposer de problème. Mon médecin, je lui ai appris qu'il y a effectivement dans des accidents vaccinaux, ils ne sont pas formés. Ils ne sont absolument pas formés. Je lui ai montré le tableau donc, du flux américain des États-Unis. Je lui ai montré, je vous ai dit, il y a des décès. Ils sont enregistrés. Il y a des décès. Il me regarde, il me dit, mais non, les vaccins sauvent des vies. Oui, mais c'est toujours. Il n'y a rien qui le prouve. Mais ils ont, en fait, si vous voulez, le problème, c'est que c'est un problème de formatage
l'école. Voilà, c'est un programme, hein, l'école, on appelle, on ne sait pas, d'ailleurs ils le disent les profs, hein, c'est au programme ou ça ne l'est pas. Voilà, donc c'est comme ça, vous vous faites programmer. Eux, ils sont programmés comme ça pour vous répondre de cette manière-là. En fait, c'est un raccourci, c'est un très grand raccourci. Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin qui m'ouvre l'esprit. Comment? Moi, j'ai la chance d'avoir un médecin qui m'ouvre l'esprit, donc il ne m'oblige pas. Parce que oui. Je suis très de courant à ce niveau-là, donc il ne tationne pas là-dessus. Mais c'est vrai qu'il faut informer au niveau des médecins. Est-ce que c'est possible de faire une campagne d'information pour tous les médecins et de dire, d'obliger les gens à signaler les effets secondaires? Théoriquement, ils sont obligés de le faire. Dans la théorie, ils ne savent pas. Dans la théorie, théoriquement, pour un vaccin, ils sont obligés de sortir la notice. C'est obligatoire. Hein. Ils sont obligés de sortir la notice, ce qu'ils ne font jamais. Et ils ne vous disent pas les effets secondaires possibles. Tout à fait, les dangers sont marqués, les effets secondaires sont notifiés. Voilà. Alors, quand on vous répond, d'ailleurs, quand une ministre vous dit que les vaccins ne sont pas dangereux, c'est un mensonge énorme qui est fait, puisque vous avez le contraire qui est notifié dans une notice d'utilisation. Voilà, donc, vous voyez bien le problème qu'on a. Le problème qu'on a, c'est qu'on est en face de menteurs. On est en face de menteurs. Et donc, voilà, moi je parle cru, hein, je me fous des procès, ils peuvent me faire un procès s'ils veulent. De toute façon, je ne risque rien, mais je m'en fous, en fait. Le problème, c'est qu'on arrive tellement à être. Le problème, c'est qu'on a affaire à des menteurs. C'est tout. On le voit partout maintenant, on le voit en politique, on le voit dans l'État, on le voit chez les grands magistrats, il y a des problèmes partout. Et le problème, c'est que qu'est-ce qu'il nous reste pour nous défendre? Parce que plus ça avance, plus nos libertés fondamentales sont écrasées, sont littéralement écrasées, pardon. Répondez à une maman qui vous dit, mettons que vous soyez le docteur. Bonsoir. Là, quand des enfants qui sont non vaccinés, oui. donc on est pénalisé justement, donc par le mettre dans des écoles, les crèches, tout ça. Est-ce que rien que ça, c'est pas une forme de discrimination, parce qu'on ne peut pas porter plainte contre l'État ou faire un recours, je ne sais pas. Il y a ça, et puis je vais vous dire, moi ce qui me paraît un petit peu logique, c'est que si il y a des enfants vaccinés, hein, par choix, les autres ne disent rien. Voilà, si ça marchait tellement. Sauf que, bon, il y a des problèmes, puisqu'il y a des gens il y a des enfants, pardon, et même des adultes, qui se font vacciner et qui deviennent malades. Donc, et c'est de plus en plus récurrent d'ailleurs. Voilà. Mais parce qu'ils sont porteurs. Voilà. Oui, tout à fait. Bonsoir monsieur, moi je voulais réagir sur ce que vous venez d'évoquer, sur ce sentiment de peur de pouvoir parler tout simplement. Moi je suis vieux major, je suis vice-président de l'association des victimes d'accidents vaccinaux, donc l'association nationale qui a 20 ans, qui a été créée au moment de la vaccination contre l'hépatite B, qui a posé des problèmes et que les neurologues ont bien sûr repéré et ont permis d'alerter la population. Donc effectivement, peut-être juste rappeler consensuellement, déjà vous remercier effectivement pour l'organisation d'un temps d'échange qui est difficile, hein, on sent les tensions effectivement par rapport à ces questions complexes, mais il faut effectivement qu'on puisse garder une capacité de penser et d'échanger sur ces sujets-là. Très rapidement sur la question des victimes, on a avec l'obligation vaccinale quand même un certain nombre d'effets déjà présents qui se manifestent autour des enfants avec par exemple des cas de CEP qui augmentent depuis l'obligation vaccinale, qui a augmenté un petit peu, donc forcément on a plus de problèmes de santé, et puis des effets de démyélisation chez les enfants en particulier. Donc il y a la question effectivement du Gardasil, tout le monde est au courant de ce deuxième vaccin qui effectivement actuellement qui serait rendu obligatoire et qui présente des risques importants en termes de santé, donc il faut aussi qu'on y soit vigilant. J'aimerais juste témoigner, j'ai participer au sommet mondial de la vaccination qui était une grande messe vaccinale à Bruxelles qui est l'OMS, la Commission européenne, organisée par la Commission européenne. Juste vous transmettre qu'effectivement dans l'avenir, il va y avoir une généralisation de la communication et de l'information sur les questions vaccinales
et qu'on va présenter sous un jour favorable, bien évidemment, la vaccination. Il faut s'attendre à ce que les professionnels de santé soient formés à résister justement à nos propres résistances, du coup, à remettre en cause l'innocuité vaccinale. C'est un petit détail, mais il faut qu'on y soit attentif. Ils vont être très souriants, ils vont être très soutenants, mais derrière, effectivement, l'obligation de la machine mondiale va être là. Donc chacun d'entre nous, chacun des citoyens français doivent effectivement s'intéresser à ces questions-là. Juste un dernier détail, il faut qu'on travaille à un niveau préventif et législatif. C'est intéressant, mais on est sur du législatif qui est répressif. On n'a pas de justice préventive en France. Donc il faut aussi que nous n'oublions pas collectivement de mettre l'accent sur la prévention. Et la prévention, c'est aussi faire témoigner les victimes dans un espace public sur ces questions-là pour avancer plus rapidement. Et comme vous nous le rappeliez ce soir, qu'il y a un principe de précaution qui soit mis en place dès le départ, et on a suffisamment de faisceaux actuellement pour collectivement avancer ensemble, et puisqu'effectivement la responsabilité de l'État à un moment va être engagée. Et donc il faut y être attentif. Peut-être ma question pour finir, est-ce que madame vous êtes au courant de situations d'exclusion d'enfants directement exclus des écoles actuellement, puisqu'effectivement on sent qu'il y a un risque particulier, et ça c'est absolument inadmissible d'exclure des enfants de l'éducation même du coup et des exclure du collectif. Alors moi, pour l'instant, je n'ai affaire qu'à des parents qui résistent, c'est-à-dire qui usent du délai de 3 mois que les parents ont pour se faire vacciner. Et j'attends justement les suites pour pouvoir les accompagner dans ce refus si c'est leur souhait. Parce que comme je disais au départ, je ne suis pas là pour vous faire prendre une décision. Je suis là pour vous éclairer, pour vous dire comment résister, pourquoi résister, mais certainement pas pour prendre des décisions à votre place. Mais effectivement, je serai là pour leur suivi. Pour le moment, il ne peut pas y en avoir de refus d'école. Parce que c'est janvier 2018, même à la fac. Oui, il peut y avoir les crèches. Oui, il y a les crèches. Pour le moment, voilà, il n'y a que les crèches. L'école, on est janvier 2018, là on est janvier 2022. Oui, je sais. Moi, je voudrais juste souligner une chose, parce qu'on a parlé à plusieurs reprises des tests qui seraient obligatoires avant toute vaccination pour vérifier que les enfants ne sont pas contre-indiqués à la vaccination. Le problème, c'est qu'il n'existe nulle part, dans aucune loi, aucun décret, aucun texte, une liste précise d'examens. Donc, si vous allez voir un médecin X, Y, Z, il va vous dire, les examens, je les ai faits, je les ai pesés, je les ai mesurés, j'ai regardé son pouls, voilà. Donc il a très bien, cet enfant, il n'est pas contre-indiqué à la vaccination. Vous faites quoi? Ah non, c'est précis. C'est précis, d'ailleurs, c'est sur la sommation. Alors, de quel test parlez-vous? Alors, il va vous le citer directement, puisque c'est sur la sommation. Alors, grosso modo, il y a des examens sanguins, des examens urinaires, des titrages de tous les anticorps spécifiques aux vaccinations éventuelles déjà subies, l'électrophorèse et l'immunophorèse, des protéines sériques, de manière à avoir une image globale des capacités ou incapacités éventuelles de l'organisme à fabriquer des anticorps, de la réalisation d'un immunogramme complet si nécessaire, voilà, d'un bilan endocrinien ou tout autre examen et analyse au titre de vérification et de prévention en vue d'une vaccination donc par rapport aux enfants, etc. Mais donc déjà, avec ça, ça vous fait déjà un petit peu un certain nombre d'examens par rapport justement aux effets, comment dirais-je, voilà, pour voir par rapport au terrain. Excusez-moi, je voudrais savoir d'où vous tenez cette liste. C'est ça ma question. Dans quel texte juridique avez-vous trouvé cette liste d'examens? C'est ça ma question. Parce que moi j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé le décret de 1952 qui a été abrogé, mais le décret de 52 parlait de 2 choses. Albuminurie, radiographie pulmonaire. Point à la ligne. Il y a d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Pas dans le décret de 52. Moi je l'ai lu, j'ai le texte. Bon. En tout cas, ce décret a été abrogé, donc il est plus valable. On ne peut pas l'invoquer. Maintenant, c'est le 3111-7. Ben oui, d'accord, mais dans les textes que vous citez, où est-ce qu'il y a cette liste d'examens? Mais alors c'est pire, madame.
Ça voudrait dire qu'on vous dit qu'on doit faire des tests préalables et qu'on ne vous dise pas lesquels. Donc finalement, vous inventez ce que vous voulez. C'est patient de les exiger. Non mais moi, madame, je suis une habituée des prétoires. Donc je dis à un magistrat, on ne me détaille pas quel examen. Donc ça veut dire que je peux choisir les examens que je veux. À partir du moment où il y a un vide dans le texte, il faut, voilà, exactement utiliser à bon escient ces vides. Prenons un cas concret, parce que si vous voulez, cette liste d'examens, elle peut éventuellement peut-être servir à condition qu'on ait le médecin de notre côté. À condition que... On ait le médecin de notre côté, c'est-à-dire qu'on ait le médecin qui soit d'accord avec notre position en tant que parent de ne pas vouloir faire. Non, là c'est la loi, madame. Alors ça voudrait dire que la loi, elle doit s'appliquer du côté de l'État, mais pas du côté des citoyens. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Le problème, c'est que si vous voulez, moi en tant que Non, parent... non, il n'y a pas de problème. Il y a un décret qui vous explique qu'il doit y avoir des examens préalables et c'est au médecin de se débrouiller avec ça. Ensuite, dans les articles suivants, vous avez un explicatif de ce que peuvent être ces examens, mais alors à ce moment-là, s'ils ne sont pas strictement détaillés, vous demandez ce que vous voulez. Mais alors attendez, moi je suis parent, d'accord? Je ne suis pas médecin. Je vais voir un médecin et je lui dis, je veux que vous prescriviez, j'ai n'importe quoi, un scanner. Oui. Qu'est-ce qu'il me dit le médecin? Je pense qu'il va vous répondre que ça n'a rien à voir avec les tests préalables de la vaccination. Si, parce que moi, je mais si vous voulez le demander pour le prendre pour un idiot, et c'est ce qu'il faut faire, hein, attention, oui, là c'est pas péjoratif. Mon problème, c'est que moi, si le médecin, je lui dis, je voudrais que vous me prescriviez un scanner, et qu'il me dit, moi, je ne veux pas vous prescrire, qu'est-ce que j'ai comme solution? J'en ai pas de solution. C'est son métier. C'est à lui de savoir précisément quels sont les tests préalables à effectuer. C'est comme si moi, vous venez en consultation, vous me dites, j'ai un problème avec l'élagage des arbres de mon voisin, c'est à moi de vous dire qu'en droit, ça constitue un trouble anormal du voisinage, qui est sanctionné par le Code civil. Point. Chacun son métier. J'entends bien, mais moi, le problème que j'ai, c'est que si vous voulez, 99% des médecins vont dire qu'ils sont pour la vaccination parce qu'en fait, ils n'ont pas le choix de le dire, parce que s'ils disent autre chose, ils sont radiés en clair. Hein. Oui, mais ça n'a rien à voir avec votre question de ça. Si, ça a à voir avec ma question. Parce que le médecin que j'ai en face de moi, s'il me dit, moi je suis l'homme de l'art, je sais qu'est-ce qu'il faut faire comme examen, il faut faire une analyse d'urine et une radio pulmonaire, point la ligne, on ne fait rien d'autre, qu'est-ce que j'ai comme moyen? Je ne peux pas lui imposer. Vous avez le moyen de dire, moi je veux qu'on me fasse d'autres tests. Comme vous avez le moyen, lorsque vous allez voir votre médecin pour un check-up, comme on dit dans le jargon médical, et que vous dites, est-ce que vous pourriez me rajouter une radio des poumons? Est-ce que je m'inquiète un peu pour mes reins? Est-ce que vous pourriez me faire voilà, une échographie des reins? Mais je ne comprends pas comment on peut être résigné au point de ne rien demander à son médecin. Mais c'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si le médecin que j'ai en face de moi ne veut pas me signer ses ordonnances et des examens, je n'ai aucun pouvoir. Ben si. Vous avez la preuve que vous êtes allé voir ce médecin, il ne vous fait pas les tests préalables, donc pas d'obligation vaccinale. C'est pas plus compliqué que ça. Ou alors vous allez en voir un autre. En attendant, je ne pourrais toujours pas inscrire mon enfant au collège. Moi, je vous donne ce que nous avons. Ah si, à partir du moment où c'est pas vous qui refusez la vaccination, que c'est le médecin qui ne remplit pas son obligation, c'est pas vous, donc on ne peut pas vous refuser votre enfant. Exactement, c'est ce qui se passe. Ah, ben écoutez, moi en tout cas, j'ai pas eu ce cas-là parce que je vous assure que ça ne se peut pas terminer comme ça. Le problème, c'est comment le prouver que le médecin. Mais nous avons donné ça à la sécurité sociale, à la CPAM, et la CPAM ne répond jamais. Donc les parents arrivent à ça avec ce document à l'école, avec 10 tests, contrairement à ce que dit la dame, moi nous les avons, les documents. Voilà. Moi je vous donnerai mon numéro de téléphone, vous me demanderez de vous l'envoyer et vous servirez les parents. Comme ça ce sera concret, ils seront protégés, puisque le médecin ne le veut pas. Les médecins ne veulent rien signer. Ils veulent vacciner l'enfant, le reste ils ne veulent pas ça. Alors, pour répondre à la question comment on prouve, il y a un principe bien établi en droit pénal, parce qu'il ne faut pas oublier que vous risquez une condamnation qui relève du pénal, d'accord? Le mode de preuve est libre.
Ça veut dire que vous pouvez enregistrer votre consultation si vous êtes persuadé que de toute façon, quand bien même vous enregistrez, on sait qu'en matière civile c'est interdit. D'accord? À ce moment-là, vous effacez l'enregistrement, c'est pas un souci. Par contre, si c'est un refus, là, pour vous défendre, vous avez le droit de délivrer cet enregistrement, tout simplement. C'est ce qui se passe dans les tribunaux tous les jours. Les gens qui s'enregistrent. À partir du moment où ça relève du pénal, vous avez le droit de délivrer cet enregistrement. Il n'y a qu'en matière civile qui ne sont pas recevables. Est-ce que la présence d'un témoin est aussi... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et oui, on le fait. Vous pouvez y aller avec quelqu'un qui témoigne de ce que vous avez demandé, quelle a été votre conversation avec ce médecin qui refuse de vous faire faire ces tests. Et nous portons plainte et ça paye souvent parce qu'ils n'aiment pas aller au tribunal. Je vous assure que nous avons 3 cas concrets où les professeurs, les instituteurs plutôt, les crèches ont eu peur et le lendemain dire à la personne, madame, amenez votre enfant, nous ne voulons pas d'histoire. Voilà, et on le prend, pas de problème. Il faut être gonflé, il le sort eux. Il faut résister, monsieur, vous êtes un bon résistant en tout cas. Ah putain, ici avec l'air, il y a aussi la chanson. Non mais c'est vrai que c'est délicat, comme cette dame, ça fait 20 ans qu'elle se bat, donc c'est pas évident. Je voulais aussi vous dire une chose par rapport à tout ça pour test. En effet, les meilleurs tests que vous pouvez faire, c'est vous regardez le type des effets secondaires des vaccins. Et je crois que vous aurez un début de liste pour effectuer des examens par rapport au test. Le souci, c'est que même en admettant que je trouve un médecin qui veuille prescrire tous les examens dont vous parlez, les examens reviennent normaux, donc le médecin me dit la vaccination n'est pas compliquée, ok, on vaccine mon enfant, il meurt, qu'est-ce que je fais? Il est mort, quoi, je dis, il est mort. Moi, j'ai des cas avec des enfants qui sont morts dans les 24 heures de la vaccination. Donc, d'une part, il y a ça. D'autre part, il y a des enfants, je ne sais pas ce qui est le pire d'ailleurs, des enfants qui sont polyhandicapés. Donc, il y a un enfant qui était sain, qui du jour au lendemain est avec un handicap super lourd. Les familles sont monopolisées par les soins médicaux qu'ils doivent donner à leur enfant. Ils n'ont même pas le temps, pour la plupart, de s'investir dans une lutte judiciaire. Donc, il y en a énormément qui renoncent à des luttes parce qu'ils sont tellement omnibilés par les soins qu'ils essayent de donner à leur enfant pour améliorer sa situation. Voilà, moi, c'est ça les témoignages que j'ai tous les jours. Avec des enfants qui ont eu un accident super grave et un médecin hospitalier qui dit si vous ne faites pas vacciner votre enfant, moi j'appelle la PMI, il est mis en famille d'accueil la semaine prochaine. C'est du chauffage, mais c'est à ça que les parents sont confrontés. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Je le confirme. J'ai exercé la même profession d'avocat pendant 36 ans et je confirme absolument ce qui vient d'être dit. La plupart des médecins ont la trouille eux-mêmes, ils ne vont rien signer du tout. Et au bout du compte, d'ailleurs, même si on a des examens, des tests, etc., je pense que les pouvoirs publics au niveau de l'école, au niveau de l'inscription à l'école, certes, on peut inscrire l'enfant, mais au bout des 3 mois, je suis impatient de savoir ce qui va se passer. Parce que moi, je veux bien, j'entends ce que vous dites, du fait qu'il peut y avoir une réplique pénale. Mais je pense que notre gouvernement actuel est bien plus malin et qu'il ne se servira pas tellement de la réplique pénale. On ne va pas trop envoyer les gens en correctionnel. On en voit, mais c'est pas très fréquent. Par contre, la réplique sociale, c'est-à-dire que votre gamin, vous allez faire un recours au tribunal administratif et contre je ne sais qui et je ne sais quoi, et pendant ce temps-là, votre gamin, il ne sera pas à l'école. Et que là, moi, je suis très pessimiste. Pardon, certes, je suis d'accord, il faut résister et faire tout ce qu'il est possible de faire. Pardonnez-moi, je ne me suis pas présenté, je m'appelle Thierry Fenoy et je fais partie de la Ligue pour la liberté des vaccinations, qui est une très vieille dame, qui est née en 1953 ou 54 ou quelque chose comme ça. Mais le problème actuel, il est social. Hein, et j'ai très peur de
multiplication des cas gravissimes qui vont se produire. Est-ce qu'ils ont le droit de nous enlever nos enfants si on les a pas Oui, j'ai plaidé devant des juges d'enfants où nous avons obtenu à l'arraché que l'enfant reste chez ses parents. Hein, j'en témoigne de ça. Hein. Voilà, alors je voudrais simplement, en 2 minutes, dire autre chose aussi. Il y a une chanson de Jacques Brel que j'aime beaucoup qui dit tricotez tout en couleur cacadois les pulls verts que vous faites pour les pauvres, comme ça chacun pourra reconnaître ses pauvres à soi. Je crains beaucoup les chasses gardées, les précarés, les chapelles entre les associations. La Ligue nationale, qui est sans doute l'ancêtre de toutes les autres, n'a qu'une idée en tête, c'est de fédérer, non pas en son sein, nous ne sommes pas une fédération, mais nous souhaitons une collaboration avec toutes les autres assos et même, alors d'ailleurs il y a eu des pays, parfois il y a eu des dissidences, et aujourd'hui la Ligue, l'association Alice, le REVAB qui fait un boulot fantastique pour les victimes, Info Vaccin, etc. Nous travaillons ensemble. Il y a aussi un chapeau européen qui nous permet aussi de nous retrouver. J'oublie le titre parce que EELV ou Forum, enfin bref, sur la vigilance vaccinale. Et nous souhaitons absolument travailler ensemble. Par exemple, vous êtes allé au Conseil d'État, on y était allé aussi. Il aurait peut-être été plus sympathique d'y aller ensemble. Et ben voilà. C'est pas faute d'avoir lancé les appels sur Internet. J'ai répondu quand même à vos mails. Ah, mais tout à fait. Voilà, et je vous disais que justement, Seigneur Fidélis, sa vocation à fédérer aussi, n'a pas vocation à rester isolé. Je ne vois pas le but. D'ailleurs, lorsqu'il y a des actions sur terrain, si toutes les associations ainsi rassemblées se rendent à cette manifestation ou ce rassemblement, ben là, c'est... Alors, on avait organisé des manifs d'ailleurs en fin 2017. Et je voudrais dire un cas qui nous est arrivé il y a 2 jours. Des parents qui voient que leur gamin ne va pas bien, il y a un souci. Téléphone à leur médecin habituel, il est en vacances. Du coup, il téléphone à l'hôpital. La secrétaire de l'hôpital demande des renseignements, que je trouve normal, bon, le nom, prénom, etc. L'âge, l'enfant qu'il a jour des vaccins. Jusque-là, ça ne choque pas. Mais comme les parents répondent non, nous ne sommes pas à jour des vaccins, on leur a demandé ni pour qui, ni pourquoi, ni comment, ni qu'est-ce, ah ben alors le médecin ne pourra pas s'occuper de lui. Au téléphone, à l'hôpital. Et les parents ont insisté, ils ont obtenu d'avoir le médecin lui-même au téléphone, qui a eu exactement la même attitude. Mais non, elle n'a même pas cherché à savoir quels étaient les symptômes de l'enfant. Pas vacciné, dehors. Est-ce que c'est légal? Heureusement que ça n'était pas gravissime. Bon. Donc là, nous avons déposé plainte devant le Conseil national de l'ordre et nous envisageons très sérieusement de déposer plainte pour non-assistance à personne en danger, etc., devant un juge d'instruction. Voilà. Moi, je pense qu'il y a urgence. Et au lieu d'attendre, c'est quand on va à Paris, les associations, les associations réunissent tout ça, et on porte avoir Madame Buzet en face. Oui, alors ça c'est mon souhait depuis quelque temps, et je pense que vous le savez, parce que vous me connaissez, c'est que j'ai beaucoup de contacts et que dès qu'il faut mettre quelque chose en place, il n'y a plus personne. C'est le 14 mars. Le 14 mars, Sophia. Viens, on va à Paris. Le 14 mars. Oui, voilà, on va passer le 14 mars. C'est eux qu'il faut aller boycotter, même séquestrer. Pour en arriver là, en fait, à un moment donné. Si vous venez là, une salle comme ça, devant votre député,
Ce document a été envoyé à 15 000 personnes dans toute la France. Vous avez 640 000 gosses qui ont été victimes des vaccinations grâce au rapport d'El Caro de l'association Stellion. 640 000 en 2016. Il n'y avait jamais eu, le tribunal n'a jamais statué sur ce livre. On n'en a jamais parlé. Vous avez 640 000 gosses qui sont victimes et personne ne bouge. Alors nous, on est allé avec des gens de droit, on est allé envoyer ça dans toute la France et on distribue ce document. C'est pas pour nous faire valoir. À mon âge, j'en ai rien à foutre. Demain matin, je suis mort. C'est pour toi, tu n'es pas docteur. Comme ça, vous ferez ce que vous voulez avec. J'ai une question sur la requête que vous avez envoyée au Conseil d'État. Vous pensez avoir une réponse quand? Alors, le référé, c'est très rapide, ils doivent statuer dans les 15 jours. D'accord. Et pour la requête au fond, ça varie entre 8 et 11 mois. Parce que bon, nous, je ne cache pas que le compteur tourne. Oui. Mais c'est pour ça qu'il faut résister avec les outils que l'on peut vous donner, là, immédiatement après la conférence, dans l'attente de. Après, je crois qu'il ne faut pas toujours tout attendre de la justice. On sait que la justice n'est pas toujours justice. Mais je crois justement, comme disaient messieurs, la fédération de toutes ces associations pour avoir du poids, pour être reçus, pour faire des actions terrain, les actions judiciaires aussi, être tous ensemble. Mais disons que là, votre enquête a peut-être des chances d'aboutir parce que, a priori, le Conseil d'État, ça fait 2 jours, ça fait 3 jours et 3 choses avec le gouvernement que... Oui, il paraîtrait que ça se rebelle un tout petit peu, mais maintenant, je pense que ça dépend des sujets aussi. Et on part de tellement loin. On part de tellement loin qu'il y en a encore beaucoup des sujets à passer au Conseil d'État. Mais si on change de président, on peut changer de loi, non? Mais même sans changer de président. Je crois qu'il faut juste ne pas se laisser faire et continuer à porter ses actions et à être déterminé jusqu'au bout. C'est tout. Parce qu'après, vous savez, ils n'ont pas attendu que vous ne vacciniez pas ces enfants pour placer abusivement ces enfants. Voilà, le placement abusif existe pour autre chose que les vaccins. Moi, j'ai ma petite fille qui, à 4 mois, a été vaccinée, comme vous, comme moi. Donc, Moi, non. Non, mais pas fait. Le vaccin qui était obligatoire dans le temps. Donc, quand elle ira à l'école, elle n'est pas en règle. Vous venez de me dire qu'elle a été vaccinée. Elle a été vaccinée comme moi je l'ai été, Ah, mes parents vous voulez dire l'ont été. les vaccins qui étaient obligatoires, déjà les 3 vaccins obligatoires. Ah ben non, ils vont lui demander les 8 autres vaccins. D'accord. C'est bien le sujet de ce soir. Elle n'a pas pu avoir seulement les 3 vaccins. Ah ben je vous garantis qu'elle les a eus. Quand je vous ai interviewé tout à l'heure, ça m'a interrogé parce que j'ai dit c'est pas possible. Non, il n'y a plus de DTP. Ben, je suis désolée, mais elle Il faut le faire venir de l'étranger. C'est pas grave. Je voulais savoir, maître, le référé que vous allez faire, que vous avez déjà fait, je ne sais pas. Est-ce qu'il est suspensif par rapport à ce qui est déjà passé au niveau de loi? Alors, le référé, oui. Justement, ce que l'on demande, c'est la suspension de l'obligation des 11 vaccins pour les enfants. D'accord? Et la requête, elle, c'est en annulation. C'est pour annuler le décret qui rend obligatoire ces vaccins. D'accord. Mais alors, est-ce que pendant cette période, c'est suspensif, est-ce qu'on peut... Alors, non, pardon, on s'est mal compris. Je fais une requête pour suspendre. Ah, voilà. Mais le fait de l'adresser ne suspend pas. Non, non. Justement, ces requêtes en référé, c'est pour suspendre en attendant la décision au fond. D'accord. Moi, j'ai ma fille qui a un bébé de 15 mois. Et donc, elle a un peu traîné la patte, comme chez nous. Il a 15 mois et il n'était pas encore vacciné. Mais là, le médecin de la crèche lui a donné 3 mois pour tout faire.
Oui, voilà, c'est ce Et que il je vient à la dis. fin de la lettre, alors il n'y a pas en plus, c'est une lettre qui est même contestable parce qu'on se demande si c'est bien lui, il n'y a même pas de tampon, du médecin, ni rien qui justifie. Et il lui met, c'est la condition sine qua non pour que votre enfant reste instructif. Vous envoyez une réponse avec 2 cartouches et vous dites ici il n'y a rien quoi que ce soit. Alors, s'il est capable d'écrire ça, il sera capable de signer le document que je viens de faire passer. Voilà. Et ça, je vous assure que ce sera une autre histoire. Moi, je pense que je vais demander à ma fille, et, je vais aller avec elle, et on va être deux en entendre ce qu'il va dire. Voilà. Bravo, madame. C'est ce qu'il va falloir faire. Il ne faut pas un témoin neutre plutôt qu'un. Et il faudrait un témoin neutre, mais est-ce qu'une maman, au niveau de. Non, une maman, il vaut mieux éviter qu'il y ait un lien de parenté ou de subordination, c'est-à-dire employeur, employé, et parents, voilà, proches. Il faut éviter. Une personne qui est vraiment. Bien sûr, parce que c'est souvent considéré comme des attestations de compétences. Parfois, n'est pas faux. Et d'ailleurs, on ne peut pas reprocher à un proche de vouloir faire une attestation à un autre proche. Mais c'est justement pour pallier cette difficulté que ça a beaucoup moins de valeur. Alors, c'est pas interdit, attention, mais voilà, on ne donnera pas la valeur qu'il faut. Par contre, les médecins sont très réticents. Moi, je vois le médecin de ma fille est homéopathe. Et là, dès que j'ai commencé à lui expliquer que bon, c'était vraiment. Bah, ils ont peur. Elle a commencé à mettre les mains comme ça, même vous ne vous rendez pas compte, je vais me faire radier. Je dis oui, alors peut-être que les enfants. Donc ils pensent à leur boulot plutôt qu'à notre santé. En même temps, parfois, il y a des vaccinations qui sont des saines comme ça. Faire une attestation, je pense que faire l'attestation que disait Maître Saint-Méron, théoriquement, c'est son devoir de médecin. Elle ne voudra pas la faire, je lui ai dit. J'étais au courant de cette attestation. Je la lui ai montré, je lui ai dit, vous allez faire cette attestation. Ah non, non, non. Alors, ça doit pas être la mienne, hein, parce que moi, je l'ai imprimée pour la première fois aujourd'hui, hein, et c'est moi qui l'ai rédigée celle-ci. Voilà, donc nous, on ne demande pas au médecin dans cette attestation de signer tout n'importe quoi. On lui demande de signer un document dans lequel il indique qu'il a respecté les articles du Code de la santé publique, hein, et donc votre information, les tests si nécessaire, voilà, en tout cas, il s'avance sur le fait qu'effectivement, il y a plus de bienfaits que de méfaits dans la vaccination de l'enfant. Mais ça, ils ne le signeront pas. Mais si le docteur ne veut pas le signer et qu'elle l'enregistre avec le téléphone. Oui. Mais il faut attendre de la sanction, enfin, pas la sanction, mais déjà la convocation ou la sanction pénale. On peut en parler aujourd'hui de la sanction pénale avant jugement parce que il y a les rappels à la loi, les compositions pénales, etc. Il n'y a pas d'audience. Et à ce moment-là, dès que vous avez une convocation ou que vous recevez une condamnation, par exemple à une amende, vous êtes dans le cadre pénal, il faut former opposition et il faut remettre cet enregistrement. Voilà, il faut l'enregistrer. Est-ce qu'il est pris en compte? L'enregistre. Ben oui. À partir du moment où c'est pénal, c'est pour ça que j'expliquais qu'il fallait attendre voilà, d'avoir une convocation ou de recevoir sa composition pénale ou son rappel à la loi. Est-ce que, maître, moi qui vais vous poser une question, est-ce qu'avec une sommation au médecin, ayant refusé justement de signer ce papier, est-ce qu'il n'y aurait pas justement une pression faite sur le médecin pour qu'il nous dise, mais attendez, je vous ai donné un papier tout à fait neutre, quoi, voilà, comment ça se fait que vous ne m'avez pas répondu en tant que médecin? Oui, mais ça revient à ce qu'on disait, finalement, il ne la signe pas. Il ne veut pas. Oui, mais par sommation. Ah, par sommation, ah, oui, alors on va rencontrer des difficultés par la sommation. C'est que ça va coûter de l'argent. Oui. À ces personnes-là. Oui, mais si on l'a fait, par exemple, nous on l'a rédigé avec Eric, voilà. Ah non, mais ce sont les frais de justice dont je parle, pas de la rédaction. Justement, puisque nous, l'association, on a fait ça au départ. Il y a plusieurs personnes qui sont inscrites dans la sommation. Voilà. Là, on était 8 la première fois. C'est l'association qui paye. Mais alors qu'il y ait 100 personnes, ou alors une seule personne, le prix reste le même. Ben, bien sûr que non, puisque... Pour nous, oui. Mais non, mais l'huissier de justice, il va se déplacer dans plusieurs régions. Non.
Et en plus, il y a des territoires pour les huissiers de justice. Non, parce qu'en fait, ils ont un collectif. Ah, qui te voit tout alors. Ils ont un réseau de... Il y a un réseau d'huissiers de justice territorialement compétent qui délivre les sommations. Exactement. Voilà. Oui, à ce moment-là, bien sûr. Oui. C'était ma question. Voilà. Par sommation. Vous me donnerez vos coordonnées? Parce que pour ma fille est dans l'association, mais non, je l'ai mis ça bien. Oui, c'est l'association Évidence. Oui, l'association Évidence. Alors, je ne sais pas si tu as pris des... Non, mais surtout lui donner les coordonnées du Voilà, c'est pour les coordonnées. Moi, j'aurais une question. C'est pour les droits et la protection d'enfance. Voilà, je ne sais pas si je vais réussir à bien m'expliquer. Moi, tous les cas que j'entends, d'enfants qui ont été vaccinés, décédés, ça fait vachement flipper. Alors, moi, je veux protéger mes enfants, ils ont 20 mois. Légalement, jusqu'à leur majorité, c'est moi qui les protège. Là, l'État, il va contre la protection de mes enfants. Oui. Oui, mais oui. Oui, c'est écrit d'ailleurs sur la sommation et dans ma requête. Est-ce qu'on peut pas saisir Est-ce que je, en tant que parent, parce que moi j'ai un peu aggravé quand même, je suis gilet jaune, les gilets jaunes, on veut les gommer, hein. Donc, l'État, normalement, se porte garant de la santé. Oui, sauf que c'est sur ce même fondement. Oui, mais le problème, c'est que c'est sur ce même fondement qu'ils obligent à la vaccination. En disant, voilà, c'est une question de santé publique. des décès et des maladies graves. Donc, ils mettent mes enfants en danger. Ah, tout à fait. Donc, moi, je ne peux pas. C'est un non-sens. C'est non-assistance à une personne en danger. Non, c'est mise en danger, David Autry. Alors, ce n'est pas une non-assistance en droit, ça ne rentre pas dans le cadre juridique de la non-assistance à personne en danger, mais par contre, selon les répercussions de ces vaccins, on a la mise en danger de la vie d'autrui et voire pire l'empoisonnement. En tout cas, au moins l'injection de substances nuisibles pour la santé. Il y a des faits réels qui ne peuvent pas contester quand même, qui sont avérés. Sur l'hépatite B, il y a la sclérose en plaques aussi. Le problème avec la vaccination, on est tous différents, on a tous un corps différent, une façon de réagir différente Oui, je disais, on a tous une façon différente de réagir au vaccin. Donc, on va, certains vont avoir d'autisme, d'autres vont avoir d'autres symptômes, graves aussi, tout aussi graves, mais d'un individu à l'autre, on est tellement différents. C'est pour ça d'ailleurs que la vaccination pour tout le monde, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas fonctionner. C'est déjà sur ce problème-là. Théoriquement, on ne pourrait pas l'être. Oui, mais alors là, du coup, l'État français, c'est une fumisterie, la protection de la Il y a un conflit d'intérêt, tout est économique. Oui. Voilà. Quand on a compris ça, on se pose moins de questions. Contre sur ce que les sérieux se sont battus, que je ne comprends pas, là. Je vis une autre époque, là. La chasse aux sorcières. Nous avons le droit, mais ils ont C'est tout. Et si un enfant est placé abusivement parce que la maman n'a pas fait les vaccins, quel est notre fait? Parce que ma fille, on lui met la pression là. Elle est maman célibataire. C'est un parcours du combattant. Et elle a une grand-mère chez les jeunes aussi, donc voilà. Alors, Ça me fait peur pour elle. Le recours, pour une fois, je vais faire de la publicité pour mes confrères, c'est de prendre très vite un avocat. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis habituée à ces dossiers de placement abusif d'enfants. Donc j'ai beaucoup de clients, mais qui malheureusement sont venus bien après me voir me consulter. Et je leur explique à chaque fois que si elles ne se défendent pas dès le départ, alors je dis elles parce que ce sont essentiellement des femmes que j'ai reçues, c'est fini, le doigt est mis dans l'engrenage, on est dans le système, c'est terminé. Quels que soient les arguments, quelles que soient les actions, l'ASE gagne trop d'argent, hein, c'est 6 000 € par enfant, pour vous les restituer. Et malheureusement,
Au départ, lorsque justement cette machine infernale judiciaire se met en route, les personnes se disent non, c'est pas possible parce qu'ils vont voir que je suis une bonne maman ou que je suis un bon papa et ça ne pourra pas arriver, je vais être entendue par le magistrat, je vais être entendue par les services sociaux. Et donc souvent elles se présentent sans avocat, elles ne se défendent pas, sauf qu'il y a une première décision qui tombe et puis là, elles-mêmes tombent de nues. Et puis elles se disent c'est pas grave, je vais faire appel. Et puis en appel, elles hésitent encore, est-ce que je vais ou pas avec un avocat? Parce que quand même, en première instance, j'ai pas eu de chance, mais en appel, je vais avoir encore une fois que je suis un bon parent, que je suis de bonne foi. Et à partir de ce moment-là, l'arrêt rendu confirme le jugement et elles n'ont pas les moyens d'aller devant la Cour de cassation parce qu'il faut savoir que c'est très très cher, que les avocats à la Cour de cassation sont peu nombreux à prendre l'aide juridictionnelle parce que ce sont des procédures très lourdes. De toute façon, ça dure très longtemps aussi et avec les enfants, on n'a pas le temps. Surtout selon l'âge des enfants, ils grandissent très vite, 2 ans plus tard, ils peuvent ne pas reconnaître leurs propres parents. Et là, quelques années plus tard, ils sont dans la même situation, et là, ils viennent voir un avocat. Mais pour pouvoir extirper ces enfants qui sont placés depuis plus de 6, 7, 8 ans, voire même parfois 10 ans, eh bien, c'est le parcours du combattant. Alors, on ne devrait pas avoir un parcours du combattant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des magistrats qui n'ont pas de courage, qui sont lâches, qui se cachent derrière les avis de l'ASE, qui se cachent derrière des expertises faites ou non faites. Et par expérience, là aussi, je peux vous dire que parfois, les rapports rendus par les experts sont aux antipodes de la personnalité de la personne. On se demande même s'ils n'ont pas pris des substances illicites avant d'aller voir la personne concernée. Parce que les arguments mêmes, les fondements mêmes de ces rapports d'expertise sont toujours les mêmes. C'est-à-dire qu'on reçoit des rapports d'experts qui disent toujours la même chose dans tous les dossiers. C'est conflit de loyauté entre le père et la mère, ou le pervers narcissique. C'est toujours la même chose. Dans toutes les familles, à croire qu'il n'y a que des pervers narcissiques. Voilà. Et dans beaucoup de dossiers, malheureusement, il y a seulement un conflit de loyauté qui est opposé par l'expert entre le père et la mère, qui sont de surcroît séparés, et le magistrat estime que c'est suffisant pour placer cet enfant. Alors, il nous dit que ce conflit de loyauté peut, à terme, détruire cet enfant, mais par contre, le placer du jour au lendemain, alors ça, la destruction, il ne la voit pas. Il ne la voit pas. Et il faut faire prendre conscience, souvent, en premier lieu, les parents, que si ça se passe mal entre eux, c'est l'enfant qui risque de payer. Alors, il ne risque pas forcément de payer que dans les relations entre ces deux parents, en étant justement dans ce fameux conflit de loyauté, souvent inventé de toutes pièces, mais justement par un placement abusif qui va rapporter de l'argent à ces services sociaux. Voilà. Alors, 6 000 € pour des enfants qui ont des besoins et auxquels on ne répond même pas, c'est encore plus aberrant. Ça veut dire que cet argent est détourné au profit personnel de certains d'entre eux. Voilà. Donc, le conseil que j'ai à donner, c'est moi, je doute que l'on puisse placer votre enfant immédiatement comme ça parce que vous refusez la vaccination. En revanche, dès le départ, faites-vous accompagner. C'est tout, il ne faut pas se laisser faire. Parce qu'on vous oblige à la vaccination, parce qu'aujourd'hui on vous vole vos enfants, on vous vole tout, en réalité. Votre liberté, vos droits, tout.